une production du Studio SF. Salutations les amis, once again, bienvenue à J'ai du temps de discute. Merci d'être à l'écoute, c'est très 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 apprécié. J'espère que vous allez bien. Je perdrai pas de temps. Mon invité aujourd'hui, en fait, on a enregistré samedi le 10 octobre, donc il y a 2 jours. Pour moi, c'est important de sortir le podcast le plus rapidement possible parce que c'est un restaurateur. Il s'appelle Antonin Mousseau-Rivard, Antonin Mousseau-Rivard, qui est le propriétaire, copropriétaire, en fait, avec sa mère du restaurant Le Mousseau à Montréal et Le Petit Mousseau aussi à Montréal. Il fait... En fait, la raison pour laquelle je voulais inviter un restaurateur rapidement, c'est parce que pendant ce confinement de 28 jours, il y a un mouvement qui a été lancé par le Montréal Plaza, qui est aussi un restaurant à Montréal que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle 28 jours de take-out, donc pour encourager les restaurateurs dans ce moment si difficile. Bon, vous le savez, il y a eu le premier confinement. Tous les restaurateurs, les salles à manger se sont équipés le plus possible pour pouvoir recevoir des gens qui voulaient manger chez eux de manière sécuritaire, souvent à capacité beaucoup plus réduite que ce qu'ils sont capables de recevoir normalement. Donc, il y a beaucoup de coûts qui étaient reliés à ça. Ils ont travaillé super fort. On le sait déjà que la restauration, c'est un milieu qui est difficile. Et là, arrive un deuxième confinement de 28 jours et les salles à manger et les restaurants qui ferment, les bars aussi. Donc, c'est un mouvement qui est très... C'était dur à avaler pour eux et pour elles. Et moi, étant un gigantesque fan de restaurants et de bars, avec le rythme de vie que j'ai, souvent après les spectacles, tout ça. Donc, mes lieux favoris où aller sont les restaurants et les bars. Donc, pour moi, c'était super important de soutenir les restaurateurs, les restauratrices du Québec. Donc, j'en discute rapidement avec Antonin, en plus de parler évidemment de lui et de sa business et de tout ce qu'il est, de sa vie, bref. Mais je vous invite à suivre ce mouvement-là. Si vous voulez plus de détails, allez sur les réseaux sociaux du Mousseau, du Plaza, entre autres. Vous pouvez voir aussi sur leur site web tous les autres restaurants que ça implique. Il y en a plein, il y en a partout. Faites-le, commandez, encouragez-les. Faut qu'ils passent au travers ce confinement-là, c'est super important. Bref, en attendant, merci d'être à l'écoute. Je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec Antonin Mousseau-Rivard. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Antonin Mousseau-Rivard. Jay. Merci d'être là, man. Merci tellement. Ça fait plaisir. Je t'ai écrit vraiment last minute pour t'inviter au podcast parce que pour moi, c'était vraiment important qu'on jase de la situation. Ouais. Fait que, mettons, première question qui peut sembler banale, mais que je trouve cette année, je la pose de plus en plus sincèrement. Comment tu vas? Ben écoute, je vais bien dans la mesure où, depuis qu'on est dans Tu peux mettre, je t'ai pas donné, Ouais. tu peux mettre ta petite moufle. On avait oublié, tu la mets toi-même, voilà. Et voilà. Super. Maintenant, ma voix est mieux. Bon, non, mais écoute, ça va bien dans la mesure où la restauration, c'est un milieu stressant à la base. Avant, on avait des stress qui étaient normaux. Tu vois Noël arriver, tu dis, je vais avoir mes grosses tables, avoir mes grosses journées. Tu voyais les mois, tout ça. Là, le stress, il est rendu tellement n'importe comment que, je sais pas, mon corps, il a comme appris à lâcher prise. Là, je stresse. J'ai pas de la misère à dormir. Je vis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand même que je stresse, la situation va pas se régler pareil. Fait que j'ai appris à vivre avec ça. Puis c'est quelque chose que je croyais pas de moi parce que je suis vraiment une personne anxieuse puis une personne très stressée. Mais ça m'a comme appris à vivre le moment présent. Puis s'il faut qu'il arrive de la merde dans un mois, il arrivera de la merde dans un mois. Mais là, en ce moment, je me laisserai pas retomber dans une autre dépression d'être tout seul à la maison, il fait gris. En plus, la merde américaine qui s'en vient. Ouais. Je veux dire, tu sais, on est du monde de restauration. Le monde de restauration, il faut que ça bouge, il faut que ça... Tu sais, moi, ça fait des années que j'essaye de rendre ma vie un peu plus légère, si je peux dire, de moins travailler, d'essayer d'avoir plus une vie. J'ai maigri, je suis plus en santé, je bois moins, tu sais,
Puis c'est vraiment quelque chose qui est lié à ça. Puis je veux dire, il faut faire de quoi parce que en restauration, si on est tellement actif tout le temps, si tu nous fais rien faire, ben moi, je vais devenir fou. Là. Fait que non, ça va bien. Pour résumer ta question, ça va bien. C'est quand même, je trouve ça cool d'entendre que une situation qui se veut encore plus stressante que ce que c'est normalement t'a amené à vivre le moment présent. C'est quand même surprenant. Mais ce qui change la donne, c'est qu'on est tous dans la même marde. Je parle de tout le monde, mais les restaurants en particulier. Ouais. Fait que tu sais, imagine, mon restaurant il arrive quelque chose, là, le plafond tombe, puis là, il faut qu'on répare, mais on peut pas, puis on a du monde, puis là, les gens arrivent, puis là, tu leur expliques, tu sais, là, t'as pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit, ils le savent. Quand on a réouvert, puis qu'on s'assurait que les gens aient bien compris les réservations, les mêmes foyers, les masques, tout ça. La réponse était, je veux dire, c'était super. Il y avait personne qui était fâché, ils comprenaient tout. Ouais. Puis j'ai vu un élan de solidarité de la part, de nos clients, de ceux qui nous aiment, parce que on a 40% de notre clientèle, nous, c'est du tourisme. Fait que ça va mal en ce moment. Oui, c'est clair. Là, après ça, il reste 60% des clients, mais ils peuvent pas sortir en groupe. Ils peuvent pas... On leur dit au-dessus de tel âge, ben t'es mieux de pas sortir. Ouais. Fait que ça a baissé d'une façon considérable, nos chiffres, nos revenus. Tu sais, c'était vraiment... Ça a été très rough. Ça a été très rough. Fait que... je me suis perdu dans ma part. Mais est-ce qu'il y a un élan de solidarité, pas juste du public, mais aussi du milieu, les uns avec les autres? Parce que j'imagine que c'est un milieu qui est compétitif de base. Oui, bien, c'est un milieu de clics. Il y a des clics. C'est compétitif dans la mesure où... Non, je dirais pas que c'est très compétitif. C'est des clics, c'est des gens qui s'aiment, des gens qui s'aiment pas, mais je pense pas qu'il y a vraiment une grosse compétition en gros comme ça. Mais l'élan de solidarité est là. Je lève mon chapeau à Charles-Antoine, admettons, Crête du Plaza, qui m'a appelé puis qui dit « Hey, regarde, t'es le premier que j'appelle, là, mais qu'est-ce que tu penses? On fait des boîtes à 28 pendant 28 jours, 28 $, puis nous, on le fait notre 28. Fait que j'ai fait comme un crime, c'est une bonne idée. Puis là, le lendemain, il y avait à peu près 40 autres restaurants qui ont embarqué. Puis en ce moment, tu vois dans les réseaux sociaux ceux qui viennent prendre une boîte à lunch chez nous, mais ils en ont pris une autre au Plaza la veille, ils en ont pris une à telle place. Tu sais, je veux dire, il y a la solidarité entre nous parce qu'on se tient, parce qu'on est les mieux placés pour savoir à quel point on est dans la merde en ce moment. Puis tout le monde, on se parle, puis c'est comme irréel. Ouais. Tu sais, on est là, mon restaurant, il est là. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je le sais pas. Puis là, tu sais, les aides gouvernementales, puis le fait que, bon, en ce moment, je fais du take-out, puis oui, ça marche, mais ça rembourse pas tous mes mois de marde que j'ai eu avant. Fait que, excusez, j'utilise beaucoup le mot marde aujourd'hui. Mais on le comprend. C'est ça. C'est vraiment, fait que c'est ça. Je trouve qu'il y a c'est une étape qui est dure, puis il faut que les restaurateurs, on ait une meilleure voix pour se faire entendre. Parce que là, c'est que tout le monde... Tu sais, oui, il y a la solidarité des gens qui aiment la restauration, mais il y a plein de monde que c'est pas si grave pour eux, la situation des restaurants. C'était à nous de pas avoir des restaurants, puis blablabla. Hey, la ville de Montréal, là, si on ferme tout, là, dans 2 ans, quand tout redevient normal, ou dans 1 an, je sais pas trop, mais que tout s'arrête, le tourisme va revenir. Les gens, ils sont pas allés en voyage, là, ils seront pas allés en voyage. Il y a de l'argent pour le tourisme. Fait que c'est quoi? Ils vont débarquer ici, puis il va y avoir juste des restaurants... tu sais, pas de destination, mais des restaurants, des chaînes, des affaires comme ça. Je veux dire, c'est pas ça que tu veux de Montréal. Ben, puis en plus, c'est que moi, dans ma tête, la restauration fait partie de la culture d'une ville. C'est la culture. C'est ça, tu sais. Sauf qu'il y a le point... Il y a le petit point dur à définir où est-ce que tu es culturel comme restaurant, dans le sens attraction culturelle, tu fais partie de la ville, donc des gens réservent en Allemagne, ils se payent un voyage, puis ils réservent chez vous autant qu'ils réservent à l'OSM ou autant qu'ils vont aller voir les Canadiens. Donc, comment on fait pour définir ces restaurants-là? Parce que là, moi, je demande ouvertement qu'on soit reconnu comme étant culturel. Parce que les restaurants de toutes les villes dans le monde font la culture. Ouais. Puis, en ce moment, il y a un élan de restaurants de chaîne, AEW et compagnie qui ouvrent, qui poussent partout. C'est fou. Il va y avoir des locaux partout, puis on va se retrouver avec juste ça à chaque 1,5 km. C'est pas ça qu'il faut. Il faut nous aider. Il faut que ce soit une aide concise, du cas par cas,
parce qu'après ça, je veux dire, il y a des restaurants qui sont pas nécessairement touchés pendant le COVID. Il y en a il y avait 2 cuisiniers, 2 serveurs, puis là, du jour au lendemain, ils font du take-out, puis ça roule encore bien pour eux. Puis avec les subventions, c'est pas si pire, là, si tu fais bien tes affaires. Mais moi, j'ai un restaurant qui coûte les yeux de la tête à rouler, qui est équipé d'une autre façon, qui fait en sorte qu'on fait venir énormément de monde. Je veux dire, je me suis fait plus reconnaître en France puis à Toronto dans la rue qu'à Montréal. Comment ça? Ben, je sais pas. C'est les réseaux sociaux. Je mange dans un café à Paris, il y a quelqu'un qui vient me voir, dit « Vous êtes le Mousseau? » Ben oui, whatever. À Toronto, ça m'est arrivé plusieurs fois, même des photos. Je veux dire, non, mais c'est C'est que j'adore. Mais on est rendu là. Fait que les cuisiniers, là, oui, à part l'espèce d'idéologie là, qu'on est des superstars puis des rockstars, c'est pas... Mais en plus, c'est que c'est tellement dans l'air du temps. Tu sais, on le sait, ça a commencé peut-être, je sais pas, la fin des années 90, début 2000, là, où ce que vraiment, justement, aux States, puis les émissions de télé, puis puis là, ben, les chefs, c'était rendu des vedettes. Puis, mais... Asti qu'on n'est pas assez chauvin au Québec. C'est même plus de l'humilité. C'est vraiment né pour un petit pain. Au lieu de se réjouir de « Hey man, le Mousseau fucking prend des photos à Toronto puis à Paris. Tabarnak, on peut-tu arrêter de rire de Céline? Calice, man. Mais on passe à côté d'une culture qui mérite autant d'être mise de l'avant que la musique ou que n'importe quoi. Puis en plus, c'est que ça répond à un besoin primaire qui est se nourrir, qui fait en sorte que n'importe quel touriste, tu t'en vas n'importe où, chances are que tu n'achèteras pas de billets pour un show, non. Mais c'est sûr tu vas manger. C'est sûr. Mais ça, je le dis tout le temps. Moi, le tourisme... Maintenant, on peut parler de tourisme gastronomique. Ouais. Je veux dire, je connais plus... Je suis allé dans plusieurs villes dans le monde. J'ai pas visité les attractions que le monde ils disent d'aller voir. Moi, j'ai mangé 10 fois par jour dans 10 restaurants différents. Tu sais, non, mais c'est même pas des farces. Là. Je suis revenu d'Europe, je pense que j'ai pris 40 livres. Mais puis après ça, par contre, c'est que évidemment, il y a l'aspect nourriture, gastronomie, tout ça, mais c'est les gens à qui tu parles, c'est le lieu où t'es. Puis souvent, c'est des gens qui vont dire « Hey man, va à telle autre place, va à tel bar, finis telle soirée, je connais quelqu'un. » Tout le monde mange. Dans la vie. Puis tout le monde, oui, il y a du monde qui n'ont pas de fun en mangeant, on le sait, là, mais je veux dire, si t'es un bon vivant, c'est comme ça que tu rencontres du monde. Moi, tu vas dans un café comme à Paris, justement, quand j'étais des petits cafés de coin de rue, tu y vas 2 jours en ligne, le gars, il trouve que tes commandes sont... il mange beaucoup, puis tout ça, puis là, il se met à te parler. Puis là, il me parle de son cousin qui a un autre restaurant, la Polo Po, qui est dans le fin fond. Là, je me retrouve à Polo Po, la plus belle expérience. À 5 h du matin, ils sont ouverts jusqu'à 5 h du matin. C'est un restaurant gastronomique. Toutes les stars du monde entier sont allées dans ce restaurant-là. C'est tout petit, mais je l'aurais pas su si j'avais pas rencontré ce gars-là qui m'a parlé. Tu sais, c'est tous des petits... Il y a des liens dans ça, puis la bouffe, ça... Mon arrière-grand-mère, elle disait « Tout le monde mange, tout le monde chie ». C'est comme... ça nous rejoint. On a tous ça en commun. Fait que faut faire attention. Puis je pense que on a tendance à trop mettre les cuisiniers... tu sais, je veux pas parler contre les émissions, parce que je veux dire, j'ai 2 de mes employés qui ont gagné les plus gros shows au Canada. C'est pas ça que je veux dire. Je veux qu'on soit plus conscient de la réalité de notre travail et non de qu'est-ce qu'on représente. Parce que là, les chefs, tout le monde est un chef à la télé. Là. Lui, c'est un chef, c'est un chef, c'est un chef. Y a-tu déjà eu une brigade? Y a-tu déjà travaillé dans un restaurant pour vrai? Tu sais, je veux dire, il faut qu'on commence à plus respecter puis à plus comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un restaurant. Parce que les restaurants, on est les premiers à se faire dire qu'on est cher. Mais aller voir un show de Madonna qui fait du lip-sync, là, en haut, au Centre Bell, là, combien t'as payé pour aller voir ça? Je veux dire... Tu sais, il y a plein de contradictions, puis les gens veulent manger, ils veulent la nouveauté, mais non, il y a plein de sortes de restaurants. Tu as des restaurants qui doivent rester fixes, stables, l'Express, le Méac, tu veux pas que ça change. Tu sais que tu y vas, mais le reste, faut que ça évolue, faut que ça pète. Fait que les gens, ils veulent du nouveau, mais ça a un prix avoir du nouveau. Puis les restaurants, on n'a pas monté nos prix depuis... des années, tout monte, puis nous, on peut pas, parce qu'à la minute où tu montes un peu, là, les gens, maintenant, ils connaissent les prix des bouteilles de vin en importation privée, puis là, ils disent, ben, vous le vendez cher, ben, je le vends cher. Chris, il y a du travail derrière, il y a plein d'autres choses, puis mon alcool rembourse des frais que je te charge pas dans la nourriture, parce que un moment donné, il faut... Mais
il est temps, ça aussi c'est un autre de mes projets, là, éventuellement faire la journée de l'augmentation des restaurants. Où est-ce que les restaurants, ouvertement, on peut dire sur nos réseaux sociaux, aujourd'hui, on augmente nos prix de 10 %. Soyez-en avisés. Pour 24 heures. Non, pour l'année. Non, mais admettons, là, parce qu'il faut suivre l'inflation un peu, puis on le fait pas. Moi, je vends 150$ un menu qui, dans d'autres pays dans le monde, coûte minimum 300 US. Faut que je me rembourse quelque part. Puis le fait qu'il n'y ait pas de perte dans un menu, bon, ça aide, mais ça reste que c'est pas un modèle d'affaires viable. On fait ça pour les autres. Tantôt, tu disais que 40 de ta crowd, de tes clients, c'est du tourisme. Est-ce qu'eux trouvent que c'est pas cher? Absolument. C'est ça, des histoires d'Américains là, qui ils mangent mon menu, dans le gros menu au mousseau. Là, après ça, ils disent, écoutez, c'est pas que on a vraiment encore faim, mais on est là, ça nous a coûté 3 fois moins cher qu'on pensait. On peut-tu aller l'autre bord, prendre d'autres plats? Puis là, ils vont au petit mousseau, puis ils se prennent d'autres plats. Ou, tu sais, au début, moi, la première année, j'ai acheté un bœuf Wagyu complet, OK, que j'ai fait vieillir. Puis, on s'est rendu à vendre... Ça t'a donné combien de livres? C'était... Ben, écoute, c'est... On vient de faire ça là, pour la première fois avec ma famille. Ouais. Un bœuf? Oui, un bœuf. C'est une vache. Une vache au Québec. Une vache. Oui. Puis c'est mon beau-frère m'a donné un super. J'avais comme projet, on habite tous dans le même coin. Là. J'achèterais une vache, on pourrait s'asplitter, ça vous tente dessus. Moi, je suis comme, faut-tu que je m'en occupe? Non, à un moment donné, il va juste avoir plein de viande chez vous. C'est ça. Je suis comme, OK. Ben, c'est comme ça que c'est arrivé parce que, bon, les gars de Wagyu Québec nous l'ont fait vieillir, en fait, sur la carcasse pendant une couple de jours. Puis après ça, il y a un boucher qui Ça fait quoi, faire vieillir la viande sur la carcasse? Ben, OK. La viande vieillie, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Sauf qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre une viande maturée puis juste une viande vieillie. La viande que tu vois dans IGA, là, c'est du Canada ou c'est du USDA. Il a été bleaché, le bœuf, là. Il n'y aura pas de bactéries qui va s'étuer. Il va juste sécher. Du vrai bœuf, comme le bœuf Wagyu du Québec que tu achètes, tu le laisses pendre pendant 90 jours, il y a de la mousse dessus, là. C'est bleu, ça a une odeur de foie gras, de fromage. C'est juste complètement malade. Mais là, je te parle de 90 jours, mais dis-toi que nous, on l'a fait aller jusqu'à 2 ans. OK? Juste la carcasse, là. Mais en fait, tu découpes parce que c'est trop gros. Fait qu'en fait, on l'a découpé, puis on a fait vieillir les parties. On avait un frigo juste pour ça. Puis là, il y a une température précise, j'imagine. Une température précise, puis c'est surtout le moins d'humidité possible. Donc, tu mets des poches de sel dans ton frigo, puis tu les enlèves, puis tu regardes. C'est je veux dire, c'est de l'essai. J'avais jamais travaillé ça, moi, du bœuf 2 ans avant ça. Mais tout ça pour dire que il y avait quand même quelque chose de le fun derrière cette histoire-là, c'est que le bœuf, c'est tellement gros, OK? Il est tellement énorme. Il y a des parties... moi, j'ai une table de 12 pieds dans la cuisine. Ça faisait la table au complet de toutes les parties découpées. Non. Sauf que là, moi, je suis un restaurant gastronomique quand même. Je peux passer les parties nobles, mais... Les parties nobles étant tout ce qui est la longe, les côtes, le milieu de l'animal, ce qu'on aime, les flancs un peu moins, mais tout ce qui est au-dessus des côtes, les filets. Donc, j'aime ça que tu le montes sur ton corps. Puis moi, je suis là, je mangerais un bon steak en me couchant. Mais tout ça pour dire que les belles parties qui se vieillissent, parce que c'est pas toutes les parties de bœuf qui se vieillissent. Il y a des morceaux qui sont trop petits, qui n'ont pas de gras, qui vont juste pourrir. Fait que c'est le gras qui fait que ça peut vieillir. Exactement. C'est le gras, c'est les enzymes, c'est la fibre. Il y a des fibres qui vieillissent mieux que d'autres, puis c'est aussi la grosseur. Parce que les bactéries se font juste autour de la viande. Okay. La bactérie est autour, puis là, ça développe des enzymes qui vont rentrer dans la viande, qui vont l'attendrir. Mais les bactéries sont à l'extérieur. C'est pour ça que le pas beau, on l'enlève. Là, et là, on appelle ça des bactéries, mais les enzymes qui rentrent, ça, j'imagine que c'est bon pour la santé. Oui, c'est pas nécessairement bon pour la santé, c'est juste que ça... c'est fucking bon. Non, mais c'est ce qui fait que la viande va travailler, s'attendrir sans pourrir. Puis ça devient... presque comme, imagine un prosciutto là, qui n'aurait pas été salé, mais à la fin du 2 ans, là, ça ressemblait à ça, le bœuf. Mais comme on avait plein de parties que je pouvais pas utiliser, c'est bien beau de faire de la saucisse, mais tu comprends pas, là, j'aurais de la saucisse pour 2 ans. On a fait de la viande hachée avec, puis on a fait une grosse sauce à spag qu'on a amenée à la maison du père, sans dire que c'était du wagyu, sans quoi que ce soit. Puis moi, comme j'ai préféré faire ce move-là, puis après ça, vendre mes parties nobles en disant... en payant pour ça, ils payaient plus cher, mais qui payaient pour à peu près 1000 portions qui ont été données à la maison du père de sauce à spag. Puis là, c'est là que ça devient drôle avec les Américains. C'est que les Américains, là, je faisais un beau petit plateau, OK? J'ai un petit plateau, puis là, je mets un petit steak. On vendait ça 1,5$ le gramme.
Fait qu'un steak de 100 grammes, c'est 150 grammes. Puis un steak de 100 grammes, c'est pas 150 piastres. C'est pas gros. T'sais? Fait que là, on en faisait toujours des petits qu'on offrait aux gens. Puis j'en mettais toujours un gros à 400 piastres. De même. Les Américains, ils venaient, puis c'est comme, tu leur dis, on a un extra de bœuf aujourd'hui, aimeriez-vous voir les pièces si vous êtes intéressés? T'amènes, tu leur montres, tu leur expliques que ça fait 2 ans, que ça nourrit plein de gens, tout ça. Le gars, il te pointe le gros, puis il le veut tout de suite. Fait que, tu sais, on n'est pas cher, puis les Américains, là, on a, ben là, ça va mal aux États. Je suis pas sûr qu'on va les revoir pendant un petit bout, là. Mais on a besoin d'eux autres, puis il faut que le gouvernement palisse un peu à ça, puis réalise, en fait, que c'est bien beau des subventions, c'est bien beau des prêts. Mais des prêts, là, moi, je nommerai pas le nom du restaurant, mais je connais un restaurant qui est très aimé à Montréal, de la communauté montréalaise, qui est en train de fermer en ce moment. Personne ne le sait. Parce que ils ont le choix soit d'arrêter maintenant puis de s'en sortir avec un minuscule profit, ou soit de se réendetter puis après ça, de repartir pour une run de 3-4 ans pour se remettre even. On n'a pas les reins assez solides, la restauration, puis on a tous pris les prêts en ce moment parce qu'on en a besoin. Fait qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Je pense que c'est du cas par cas. Ça devrait être une association. On devrait faire une association puis demander personnellement des études de cas et nous donner littéralement pas des subventions, c'est-à-dire des subventions et non des prêts. Faire dire, on reconnaît que autant que si l'orchestre symphonique est dans la merde demain, le gouvernement du Québec, il va les aider, là. Il va pas les laisser fermer parce qu'on a besoin. J'espère, en tout cas. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a plein de compagnies qui ont des aides sans arrêt, puis ces compagnies-là, c'est des grosses compagnies de plein de monde que si ça ferme, il n'y a personne qui est vraiment dans la merde. Non, c'est Moi, ça. si ça ferme, je suis dans la merde. On perd beaucoup de choses avec ma famille s'il fallait qu'on ferme. Fait on a besoin vraiment d'un appui, d'une aide, puis de se sentir représenté. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as l'ARQ, l'Association des restaurateurs du Québec, qui sont allés chercher 10 restaurateurs. Là, ils disaient pas c'était qui, puis finalement, la liste est sortie. Je veux dire, t'avais le Normandin, Pacini, des Saint-Hubert, tu sais, des affaires. C'est vrai? Mais ça nous représente pas, nous autres, là. Faut des comités qui différencient les restaurants, puis qui voient... Il faut que les cas de combien, je sais pas moi, selon les revenus ou selon la valeur, puis aussi... je sais selon pas, les visions aussi. Exactement, puis faut qu'ils soient capables de reconnaître que Joe Beef, là, il fait venir du monde en tas à Montréal, puis son livre, il se vend partout au Canada anglais puis aux États-Unis. On a besoin de faire attention à ces trucs-là, autant que Martin Picard, autant que Normand Laprise, autant que Charles-Antoine, autant que plein de monde, on fait parler de nous à l'extérieur, puis on réalise pas qu'on fait parler de nous plus que certains artistes qui viennent d'ici, des trucs comme ça, puis on fait venir du monde pour ça, donc ça prend des subventions, puis il faut que les gens comprennent la situation d'un restaurateur. On met nos couilles sur la table, on met tout parce que c'est de la passion. On est des passionnés. Puis ça, les gens rationnels, ils comprennent pas ça. Fait que, tu sais, ils disent, ben là, c'est toi. Oui, mais je le fais parce que j'y crois. Puis, tu sais. Ben, puis aussi, c'est que, mettons, moi, puis je peux pas croire, je suis pas allé au Mousseau, puis ça fait trop longtemps, que je le sais, que je suis complètement gêné en ce moment, mais il y a quelque chose où, quand tu te mets à aller dans ces restaurants-là, j'y vais au Saint-Hubert. Oui, je suis en tournée partout au Québec. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Fait que c'est super. Là. Oui. Mais c'est pas la même game. Ça n'a rien à voir. Tu vas au Plaza, tu vas au Mousseau, tout ce que j'ai entendu de chez vous, c'est ça, c'est que ça n'a rien à voir. Tu nous reçois chez vous. On arrive dans ton salon. Mais c'est parce que c'est chez nous, mais ça représente aussi une vision. Tu vas au Plaza, tu vas chez nous, tu vas au Joe Beef, ça représente tous nos visions de la nourriture, puis il y a énormément de travail derrière ça. Les gens réalisent pas que des chaînes comme Saint-Hubert qui vendent, tu sais, on s'entend, là, toi tu y vas, moi j'y vais, j'adore Saint-Hubert. Là. Je parle pas contre Saint-Hubert, ça fait partie de notre culture, Saint-Hubert. Mais quand j'y vais, puis que je sors de là, puis ça m'a coûté 45$ parce que j'ai pris 4 petites ailes de poulet, un demi-poulet, puis un brownies, puis un coke, ça me coûte 40 quelques piastres. Je me dis, Chris, le monde, il y a personne qui chiale, parce que c'est encore acceptable, 45$ comme prix, mais décale le cost de ça. C'est ça. Des frites congelées, du pain western, de la sauce en poudre, que tu récupères le gras de poulet, tu mets... Tu sais, je veux dire... Il est là, c'est là la marge. Puis moi, ça me fâche, puis j'ai fait des sorties publiques contre ça quand j'entends du monde dire, ben là, c'est cher,
c'est pas cher. Qu'est-ce qui te donne... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ah, faut que je fasse ma gueule ». Est-ce que tu as eu ça? Parce que moi, ça m'est arrivé, c'est relativement récent que, en gros guillemets, je prends position sur certains enjeux. Puis dans ma tête, je prends pas des positions qui se veulent révolutionnaires. Là. Ça se veut le gros bon sens et j'ai l'impression que ça semble être la même chose pour toi. Mais je suis conscient, par contre, qu'au Québec, le monde n'aime pas la chicane, n'aime pas savoir que le monde... Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit... Asti, c'est donc bien exigeant. Ouais. Ce besoin-là de me faire entendre, puis ce besoin de justice-là. Oui. Il y a mon Seoul Gate là, qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, parce que j'ai fait un menu coréen. Mais oui. Puis j'ai été dans une situation où j'ai essayé de pas de me défendre, j'ai pas à me défendre. J'ai essayé de m'expliquer. Je l'ai fait d'une très belle façon dans un texte. Puis ça tombait que c'était 2 de mes semaines de vacances. Après tout ce qui s'était passé, après qu'on ait reparti le restaurant, puis un moment donné, je me suis dit, là, ça va faire. C'est trop demandant. Tu te fais attaquer par du monde qui ne savent même plus c'est quoi l'histoire du départ, là. Puis ça va loin. Fait que prendre des positions, faut faire attention. Ça, je le sais. Fermer ma gueule, jamais. Puis tu sais, je veux dire... Ma grande gueule, elle m'a amené à tout le monde en parle parce que j'ai fait un texte, puis après ça, ben il m'a... Je veux dire, il y a des choses qu'il faut dire, puis n'importe quoi... Que tu sois dans n'importe quelle situation, n'importe quoi que tu vas sortir, que tu vas extérioriser, il y a du monde qui vont chialer contre. Ouais. Puis ça, il faut juste être prêt, puis pas trop se laisser avoir. Fait que je trouve que moi, dans mon affaire avec la cuisine coréenne, c'est monté trop vite. Avant, j'étais capable de gérer, mais là, ça a fait comme... C'était dès que les gens voient appropriation culturelle, là, soudainement, ça devient de la bouffe pour eux autres. C'est comme fucking je vais jumper dans le wagon, puis moi aussi, je vais être contre. Puis alors que... ça. Mais tu sais, ça m'a appris... Mais ça va pas m'empêcher de continuer. Ça t'a appris quoi? Ben, ça m'a appris que il y a du monde contre qui tu peux pas te battre non plus. Fait que ça, à la base, t'es enlèves. Puis c'est ça qui est dur au début. Parce que t'as envie de leur montrer le gros bon sens. T'as envie de leur dire, relis ton commentaire. Tu dis n'importe quoi. Fais juste te relire. T'as pas de sens. Puis tu sais, là, je rentrais là-dedans au début, puis à un moment donné, à essayer d'avoir des explications. Puis là, même quand tu fais une explication posée, bien, tout ça, ça se revire aussi. Ouais. Fait que moi, j'ai juste appris, là, tu sais, je fais souvent ça des fois, c'est que je vais copier des textes par rapport, justement, genre le discours du gars dans Astérix, là, tu sais, vous savez. Puis quand quelqu'un dit quelque chose, puis là, je te copy and paste. Puis c'est une bonne situation, ça. C'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je suis la vie, je suis que joie. Je suis qu'amour. Ouais, c'est ça. Je tends la main à des gens qui... Je trouve que ça... Tu sais, on est rendu dans une époque où... je pense que le passif-agressif, des fois, en réponse, devient une solution que t'as pas le choix. Est-ce que le pas de réponse, mettons, sur les réseaux et juste de laisser le succès du mousseau puis ta bouffe parler est une option pour toi? Ben, c'est ce que j'ai fait avec le Seoul Gate. Un moment donné, j'ai fait, bon, on arrête, puis on continue, puis on repart de l'avant, puis j'ai vu des stories passer de journaux à Toronto qui avaient fait une liste des restaurants racistes de Montréal. Bon. Là, j'ai fait comme, garde, ça va trop loin, je peux pas. Puis de toute façon, depuis que j'ai ouvert, ça fait de la merde. On a toujours des problèmes avec quelqu'un. Ben moi, je suis arrivé de nulle part. Je suis un autodidacte. Ça, mettons, là. Ouais. Parce que, bon, mettons, moi, j'ai fait l'école de l'humour. Ouais. Mais ce diplôme-là vaut rien. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu vas avoir un one-man show, ça veut pas dire que t'es drôle, ça veut même pas dire que tu sais nécessairement écrire une joke, ça veut dire que t'as été là 2 ans puis que tu t'es pas fait mettre dehors. Après ça, t'en fais quelque chose ou t'en fais rien. Mais pour moi, c'est pas gage de succès, ni même de compétence. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose avec la cuisine. C'est ça ma question. Parce que, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un milieu qui se veut très classique ou je sais pas quoi, qui fait en sorte que c'est des mentalités? Pourquoi ça dérange autant le fait que tu sois autodidacte? Parce que ultimement, comme en humour, si tu drôle ou c'est pas drôle, toi, si tu bon ou c'est pas bon. C'est ça. Ben moi, au début, c'est comme ça que je réagissais. Moi, quand le monde, je voyais du monde m'envoyer chier sur les réseaux sociaux, puis je disais, excuse-moi, mais je t'ai pas vu à mon resto, là. Tu sais,
tu peux dire ce que tu veux, tu vois des photos de mes plats parce que moi, j'ai chanceux, j'ai fait un Instagram, puis ça a marché. Puis c'est ce qui fait que je suis connu à travers le monde parce qu'Instagram, 40 000 followers sur Instagram, ben j'en ai plus que la moitié qui sont de l'autre bord de l'océan. Fait que, tu sais... fait que c'est ça. En gros, je parle beaucoup, je me perds aujourd'hui. C'est parfait, man. On jase. Non, mais le fait que ce soit justement que tu sois autodidacte, pourquoi ça dérange autant? Ben, en fait, c'était pas le fait d'être autodidacte. C'était le fait de pas venir d'aucune gang. Parce que Montréal, à la base, la gastronomie, c'était quand même des gangs. T'as des restaurants qui étaient là, puis après ça, t'avais des spawns. Tu sais, t'avais du monde. Lui, c'est l'ancien sous-chef qui a parti Charles-Antoine qui a commencé au Toqué. Bon, Joe Beef avec... après, tu sais, je veux dire... Il y avait des clics qui se connaissaient, puis moi, je suis un peu arrivé... En plein milieu de nulle part. Moi, j'étais un cuisinier. J'ai fait, tu sais, j'ai été trainé quand j'étais jeune dans un restaurant classique français. Ouais. Après ça, j'ai travaillé dans plein de places qui ne valent pas la peine d'être mentionnées, mais moi, j'ai pris de l'expérience partout. Tu sais, je veux dire, je travaillais pas pour devenir le meilleur cuisinier, mais pour comprendre, parce qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que je voie. Fait que moi, j'ai réussi à prendre de l'expérience dans des cafétérias, dans des trucs. Puis à un moment donné, j'ai eu mon restaurant au Musée d'art contemporain où est-ce que j'ai commencé à faire... Ce qui est quand même une sick histoire, là. Tu sais, genre, tu t'es fait engager pour faire un traiteur par un gars que tu connais, qui sait que t'es bon, mais ça se veut un peu en official de comme, ah, Chris, à mon compte, OK, mais t'étais pas traiteur à ce moment-là. J'étais pas traiteur. C'est quelqu'un qui m'appelle qui dit, écoute, je veux faire... c'était le 60e de sa femme. Il dit, je veux faire ça. Sa femme, donc, qui est la mère de mon beau-frère qui travaillait à la Place des Arts... puis là, elle a des amis qui étaient là. Ses amis qui étaient là, puis là, ils ont dit, il y a un restaurant qui ouvrait dans le musée, puis on disait, hey, nous, on vient de manger de la bouffe d'Antonin, engagez-le. J'arrive là-bas, puis 3 mois après, je l'achète. Ce qui est malade de ça, là, c'est que ça ment pas. C'est comme une dégustation à l'aveugle. C'est littéralement ça. C'est que les gens ont mangé quelque chose qu'ils ont capoté, puis ont fait, ben c'est ça qu'on veut. Puis ultimement, c'est ça le but. Ben oui, puis ça marchait parfaitement parce que musée, tu sais, je viens de la famille Mousseau, on est des artistes, puis je veux dire... Le musée, pour un gars qui veut faire de la nourriture qui... À cette époque-là, on va s'entendre, là. Ça fait quand même une couple d'années, là, presque 11 ans. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Déjà, ça va vite, là, on dit ça, là, mais... Non, mais c'était une autre époque. En cuisine, là, tu sais, je veux dire, on était au musée, là, on faisait des soupes mauves avec des crèmes fouettées vertes dessus, là. Puis, tu sais, c'est comme des peintures comestibles sur des grosses toiles mangeables avec des tubes que tu... Oui, mais en même temps, ça fait 11 ans. Oui. C'est ce qui... T'as passé par là pour te rendre ici ça m'a aujourd'hui. permis de faire les gaffes qu'il fallait que je fasse. Parce que comme c'était dans un musée... Quand c'était trop poussé, mes affaires, ben ça passait un peu dans le beurre parce que c'est un restaurant de musée, c'est funky. Mais ça m'a permis d'apprendre, puis sans le musée, il n'y aurait pas le Mousseau. Parce que le musée m'a permis d'essayer des choses, vraiment trouver mon style. C'est quoi ton style? Ben, j'appelle ça de la cuisine, c'est la cuisine créative. Il y a pas de... Quand les gens me disent c'est quelle sorte de cuisine, c'est pas de la cuisine italienne, c'est pas de la cuisine française. C'est un mix de techniques, mais c'est surtout... la beauté du produit. Tu sais, les automatismes, mon grand-père, c'était la beauté du geste, qu'on disait pour l'automatisme. C'était la beauté du geste. En fait, c'est l'intention. Ton geste, tu le fais, puis tu le prends comme il est, puis tu vas voir la beauté qu'il y a dedans. Bon, mais un aliment, c'est la même chose. Si je te prends... Est-ce que ça, mettons, je veux entendre ton exemple, mais est-ce que c'est aujourd'hui que tu réalises que ton grand-père t'a légué ça ou ça a été une affaire consciente? Ça, moi, je suis comme le descendant pur de mon grand-père. J'ai le même caractère, j'ai la même vision. Puis depuis que je suis jeune, sa vision de l'art m'a toujours inspiré. Puis c'est pour ça que ma cuisine, c'est une cuisine je la dis automatiste parce que tu peux penser à ton assiette, mais tu peux aussi des fois juste t'amuser puis essayer de faire de l'abstrait. Puis j'ai réalisé que c'est ça que j'aime. Moi, c'est quand tu reçois un plat puis t'es là, what the fuck que j'ai devant moi? Puis là, tu regardes sur ton menu puis il est écrit 3 mots qui t'expliquent absolument rien. Puis là, ton cerveau tweak, tu sais, j'ai l'histoire, là. Moi, j'ai fait un menu à un moment donné, c'était juste des couleurs. C'était noir, jaune, brun, rouge, puis c'était juste une pastille de couleurs, puis tu savais pas ce que tu allais avoir. Puis la première cliente qui arrive, c'est une madame d'à peu près 70 ans, et là, c'est noir. Fait elle reçoit 3 plats noirs, une assiette noire, un bol noir, puis un espèce de bol en pierre volcanique, puis un bol avec du charbon en feu, puis un morceau dedans. Tout est noir. La madame, la face qu'elle a faite, ça valait 1000$. Elle voulait rien savoir.
Là, je la regarde en cachette, puis là, elle prend une bouchée. C'était une barbe à papa enroulée dans du foie gras enroulé dans de la barbe à papa au charbon sur un bois. On aurait dit un truc pour laver les cheminées. Elle l'a mis dans sa bouche, puis elle a tapé sa table en faisant « Ah! » Tu sais, genre, ça a fait comme... Ouais, parce que ce qu'elle s'attendait, c'est pas du tout ça, puis... Je veux pas donner des détails, je veux que ça reste. C'est une expérience venir chez nous. Tu manges pendant 3 heures, puis tu sais pas ce qui va arriver. Puis je peux te mettre du sang de cochon dans un dessert si je veux. Je vais le faire. T'sais. Ce que je trouve sick, en fait, c'est que tu l'as dit, c'est une expérience parce que tu m'expliquais les assiettes noires, puis j'étais comme. Mettons qu'on ramène la vie à la base. Là. L'être humain, on parle des 5 sens souvent, puis t'es en train de comme les faire triper, ces sens-là. Ben, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Moi j'explique aux gens, là, quand du monde ne sont jamais venus chez nous, puis justement disent que c'est cher, ces réseaux sociaux, des affaires comme ça, ils savent pas qu'ils vont s'asseoir pendant 3h30 puis vivre des émotions. Tu sais, c'est pas... Je te vends pas 150$ une assiette de spaghettes, là. Ouais. Je te fais un spectacle. Puis en plus, depuis le COVID, il a fallu qu'on se réinvente parce que quand on a réouvert... On peut pas aller 12 fois à table. Il nous demande, il est écrit noir sur blanc, de réduire les contacts avec les clients aux tables. Fait que moi, mon menu, il est 12-13 services. Ça fait qu'on y va 12 fois, en plus des 12 fois où on te sert un vin différent puis qu'on te ramène de l'eau puis tout ça. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que tout le monde arrive à la même heure. J'ai 30 personnes qui s'assoient en même temps dans le restaurant. On commence, je m'en vais en avant de tout le monde, je parle, je leur dis comment la soirée va se passer. Puis pendant ce temps-là, tous mes cuisiniers et les serveurs vont déposer les assiettes sur les tables sans parler. Comme ça, le moins de parlage aux tables. Puis moi, j'explique tout. Puis là, tout le monde mange en même temps. Fait que là, c'est un show. C'est malade. Tu peux pas voir ce qui... Parce que ce qui est plate, c'est quand on fait pas ça, c'est que tu vois, tu as quelqu'un assis à côté de toi, tu vois qu'est-ce qu'il y a. Fait que ça casse un peu. Ouais. Tu sais, si t'es curieux, tu vois toujours l'assiette, tu vas voir après. Mais là, tout le monde en même temps. Puis il y a de quoi. C'est un show. On se donne. C'est pas juste... Hey, viens chez nous, tu t'assois, je te vends de la bouffe, puis je te mets dehors après 2 heures, puis je te demande si tu veux un café, mais je t'écoute pas vraiment, je te mets une facture devant toi. Tu sais, c'est pas comme ça chez nous. Est-ce que c'est là que tu traces la ligne entre chef et restaurateur? Oui. L'aspect spectacle de la patente. Oui, ça, c'est quelque chose que moi, je suis bon là-dedans. Moi, je suis un bon communicateur. Je veux dire, j'ai fait de l'impro, je viens d'une famille très artistique, donc j'ai pas peur des caméras, j'ai pas peur de parler aux gens, j'ai pas peur de faire des conférences. Tu sais, fait que je suis bon là-dedans aussi. Mais t'aimes ça aussi, j'imagine. J'aime ça. Mais moi, je pars de la cuisine. Je veux dire, avant, j'étais chef. Maintenant, je suis vraiment restaurateur. Puis être restaurateur, pour moi, c'est bien plus important de toujours être actif le plus possible pour qu'on parle. C'est ça, la nouvelle réalité. Maintenant, faut qu'on parle de toi si tu veux que ça marche. Il n'y a plus de ça, des petites places cachées que personne ne sait c'est où, puis ça marche, puis c'est malade. Puis non, faut que tu fasses parler de toi. Fait que, oui, je vais passer à des émissions de télé, je travaille sur un show de télé. Tu sais, je veux dire, j'ai envie de ça, puis je veux faire ça pour moi, pour ma business aussi, parce que moi, je veux plus passer 16 heures par jour dans une cuisine. J'ai fait des burn-out, j'ai eu une maladie à 32 ans j'ai fait une grosse mononucléose à 32 ans, ce qui est quand même... Plus c'est vieux, plus c'est dangereux, ben, non? En fait, c'est plus c'est vieux, plus tu rattrapes pas. Parce que ce que ça fait, c'est que je fais de la fatigue chronique. Tu sais, avant, je te coupais 40 poches d'oignons, puis j'étais encore... Puis là, maintenant, je t'en coupe une, puis j'ai mal à l'épaule, puis je suis fatigué, puis c'est... Je veux qu'on en parle de ça, parce que ça fait depuis toujours qu'on entend les cuisines, c'est intense. Bon, le livre Le Plongeur de Stéphane Arru qui raconte cette réalité-là, l'intensité de la cuisine. Ouais. Je sais que toi et ta mère, vous gérez votre restaurant de manière très humaine. On entend souvent ça dans tous les business, c'est une famille, mais ça me semble être très incarné chez vous. Du fait aussi, probablement, que tu travailles avec ta mère. C'est-tu un environnement de travail? C'est-tu une ambiance qui est nécessaire à la réussite d'un restaurant? On dirait que je comprends pas. Non, c'est pas nécessaire. C'est juste que c'est tellement ancré, c'est tellement des habitudes ancrées que même en faisant... Moi, comme tu dis, on a une façon très humaine de faire les choses. On essaye... Mais il y a des choses qui nous... On essaie d'être le plus humain possible, mais un cuisinier ne peut pas faire 40 heures semaine, OK? Les cuisiniers, ils travaillent plus. Fait que là, c'est sûr que, bon, sur les salaires, puis tout ça, nous, on essaie d'être très compétitifs
en rattrapant les heures. Puis on est très à jour sur tout ce qui est les congés payés. On donne aussi des congés à ceux qui ont des postes. On ferme 4 semaines par année. Tu sais, je veux dire, on s'arrange. Ouais. Puis théoriquement, on travaille juste 4 jours semaine au Mousseau. Hein? Donc, tout le monde a 3 jours de congé. Du jeudi au dimanche? Oui, du jeudi au dimanche. En ce moment, période COVID, mais habituellement, mercredi au samedi. Mais on essaie de faire ça, mais ça reste que c'est un milieu qui est tellement débalancé. Nous, on a réussi à couper des serveurs puis à faire du service aux cuisines. Donc, les cuisiniers servent. Est-ce qu'ils aiment ça, faire ça, les cuisiniers? Ben oui, ils aiment ça. Ouais. Au début, ceux qui sont gênés, d'habitude, ça prend pas trop de temps, puis un moment donné, ils se dégênent. Puis, tu sais, moi, je leur explique aussi, c'est qu'en faisant ça, on va leur chercher vraiment un salaire beaucoup plus intéressant. Sauf que c'est dur de changer ce milieu-là. Tu peux pas dire au serveur, je vais te prendre du type. C'est ça. Puis comment c'est reçu? Parce que ça aussi, c'est un métier, serveur, serveuse. Ouais. Ben, comment c'est reçu? Ça dépend. Chez nous, c'est parce qu'on l'a instauré dès le départ, mais tu peux pas prendre une place puis changer. C'est ça. Tu vas perdre tout le monde. Ouais. Moi, j'ai déjà travaillé dans une chaîne chez Frites à l'Art quand j'étais plus jeune. Ouais. Puis j'avais parlé au patron de faire un système solidaire. Donc, que tout le monde soit payé la même chose, puis que les types soient partagés, puis d'afficher à l'entrée du restaurant que ici c'est une cuisine solidaire. Le plongeur, il est payé autant que le gars qui, puis tu sais, vraiment dans un restaurant où ça se veut une chaîne, entre guillemets, tu peux te permettre ça. En fait, il trouvait que c'était une excellente idée parce que surtout, Fred Allard, Jean, c'est vraiment un gars de gauche. Il aime je sais pas, il est très activiste sur plein de points. Puis là, lui, ça y parlait, mais il y avait eu des quand il en a parlé aux autres propriétaires, puis là, ça s'est su dans les restaurants, mais il y a du monde qui ont dit, moi, je m'en vais si c'est comme ça. Fait que, tu sais, c'est dur de défaire ça, puis il y a des inégalités dans les salaires des serveurs puis des cuisiniers qui n'ont aucun rapport. Là. Je veux dire, on parle de salaire de psychologue ici. Là. C'est pour du 25 heures semaine. Donc, il y a des restaurants où il y a du monde qui sort avec des 1000$, 500$, 600$, pendant que le cuisinier qui est rentré à 9h du matin et qui est parti à 10h30, 11h le soir, lui s'est fait une journée à 100 quelques piastres. T'sais. Fait que mais nous, on essaie de débalancer ça, puis on le fait, on n'impose quand même pas aux serveurs. Les serveurs... On a créé un modèle de restaurant qui prend moins de serveurs aussi. Moi, j'ai un maître d'hôtel, j'ai un directeur de salle, puis j'ai mon sommelier. Mm-hmm. Après ça, le reste, c'est tous les cuisiniers qu'on sert les plats. Fait que ils sont pas beaucoup. Ils pourraient être plus, mais s'ils étaient plus, c'est nous. Ouais. Mais là, ça s'arrange, puis ça va super bien parce que on a une ambiance de travail qui est le fun au Mousseau. Tu sais, il y a de quoi de... Il y a une franche camaraderie. C'est, il y a eu, comme tous les restaurants, là, il y a eu des problèmes. Il y a il y a du monde qui sont partis. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais en ce moment, ce qui se passe avec le COVID, ce que je trouve dans mon équipe, c'est que ça a resserré les liens. Puis, tu sais, quand j'ai parlé à mon équipe la semaine dernière, j'ai dit, là, on va commencer à faire du take-out. On n'a pas le choix. Ils ont tout embarqué. Gros gens comme devant. Puis je leur ai dit, tu sais, là, on ne sait pas si les types vont rentrer. Fait que vos salaires... Je peux pas vous garantir les pourboires, tout ça. Puis tout le monde est rentré et dit, regarde, on va essayer, on le fait pour le restaurant. Fait que... Mais en même temps, je pense que dernièrement, tu parlais des États-Unis tantôt, entre autres, c'est l'exemple le plus gros, mais en période de COVID, je pense que ce que je remarque le plus, c'est le leadership, mettons, à tous les niveaux. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup puis qui me plaît dans la vie parce que j'ai l'impression qu'un bon leader positif ou une bonne leader positive, c'est extrêmement puissant. Oui. Et par leader, je veux pas dire nécessairement que le boss ou en haut, ça peut être partout dans la chaîne. Donc, j'imagine que ton équipe se sent comme ça parce qu'ils voient ta mère et toi incarner ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, on est des personnages. Maman, ça, c'est sûr. Là, les deux ensemble, c'est quand même drôle à voir. Mais oui, il y a vraiment de ça parce que comme on y va d'une façon... très ouverte. Moi, j'engueule personne devant personne. J'ai jamais crié après un cuisinier. J'ai jamais... quelqu'un qui fait une erreur, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te crier dessus, puis je vais te faire sentir comme la merde, puis après ça, tu vas leur recommencer ton pain, puis tu vas l'avoir. Tu sais, je veux dire, je veux pas que ça marche comme ça, nous. Fait que je pense que cet exemple-là... Puis moi, le fait que aussi, bon, j'ai eu la mono, moi, la mono, mon médecin m'a dit, garde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que tu arrêtes de travailler. J'ai pas pu arrêter de travailler, mais j'ai commencé à déléguer beaucoup. Mm-hmm. Puis après ça a été dur un peu de remonter parce qu'il faut, j'étais moins là, puis ci, puis ça, mais ça reste que
je prends les devants, puis je suis quelqu'un de très gentil, compréhensif. Chaque personne est un cas isolé. Mais puis c'est important aussi d'apprendre à déléguer. Oui. C'est parce que j'en parlais encore un matin avec mon père, tu sais, lui, il vient du milieu de la construction, il a travaillé avec sa famille à lui, puis lui, c'était comme... c'était pas la qualité, c'était la quantité. Oui. C'est le même qui a été élevé. Tu sais. Oui. Et moi, je suis vraiment dans l'inverse. Si je peux faire la job que toi, tu fais en 12 heures, en 8, je suis gagnant. Oui. Je suis plus efficace. Je vais prendre 15 minutes de plus avant à me placer, puis on va partir plus droit. Tu sais. Fait que j'imagine aussi que tu sais, comme tu as réalisé probablement avec ta mono que non seulement ton corps te demandait de slacker, mais probablement aussi que tu as réalisé des traumatismes reliés à tes je sais pas, 15-16 années avant ça, à travailler dans des cuisines, dans des contextes que tu as fait, hey man, ça peut plus être ça. Non, c'est ça. Moi, c'est ça qui est arrivé. En fait, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de burn-out, puis le dernier que j'ai fait, je voulais juste tout lâcher. Tu sais, j'avais envie là, de je suis comme... Des fois, j'aimerais ça travailler dans un bureau ou poser de la brique dehors, tu sais, je veux dire, c'est qui... Mais qu'est-ce que tu veux, je reviens toujours vers ça. Je suis fait pour ça, mais des fois, j'ai des petits rêves, là, que j'ai une petite vie bien paisible. Je comprends tellement le feeling parce que, mettons qu'on ramène ça moi, des fois, je fais ça, puis après ça... Je veux dire, mettons que ce soit mes jokes ou le show, j'anime une télé-réalité, mettons qu'on prend... Il n'y a rien de grave qui se passe là. Littéralement, il n'y a rien de grave. On s'en calisse. Ouais. Mais si c'est pas important pour moi, ben ma vie n'a pas de sens. Dans le sens, ta job, faut que ce soit important. Oui. Parce que sinon, à quoi bon tout ça? Là, ben c'est ça. Puis moi, j'ai déjà lâché. Puis j'ai essayé de retourner à l'école. Puis je suis revenu super vite. Tu sais, je veux dire, j'étais là à l'école, puis là, tu sais, ils m'ont remis... En quoi t'es allé à l'école? Ben, je retourne, moi, premièrement, j'étais un drop-out. J'ai pas mon secondaire 3, fait que je suis retourné à l'école des adultes, Gédéon Ouimet. Ils m'ont fait passer un test avec avec la réforme qu'il y avait eu. Tous les mots du français avaient changé. Fait que là, ils m'ont remis en secondaire 1. Non! Oui. T'avais quel âge? Ben, j'avais 25, peut-être. Oui. Ah non! Là, tu sais, là, j'étais vraiment en crise. Puis après ça, tu sais, j'ai fait... mon premier travail, c'était de faire un écrit, là, sur... Une présentation écrite sur... On sait même plus le dire. Non, c'est ça. Non, mais une production écrite, bon. Une production écrite. Puis, tu sais, j'ai donné, puis crime, il n'y avait pas... Puis elle était super étonnée. Elle dit, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, tu fais bien je le sais, je le sais écrire, mais là, tu me redemandes, moi, de repasser, là, je sais plus combien de temps, à te reprouver que je suis capable de réécrire ce que tu veux que j'écrive. Tu le vois bien, je suis capable d'écrire en maths la même chose. Je suis pas bon pour faire... Moi, je fais du calcul mental, puis je te mets le résultat. Mais faire la démarche, je suis pas bon. Mais à un moment donné, je dis à ma prof de maths, justement, quand je suis retourné, je dis, madame, je travaille en cuisine, je fais des fractions sans arrêt. Là, on fait de la conversion, on fait des fractions. Je dis, tout ce que vous me montrez en ce moment, là, j'en ai rien à battre. Moi, fait que ça m'a juste un peu découragé. Puis je me suis dit, garde, je suis pas fait pour ça. Puis après ça, qu'est-ce que j'allais faire? J'aurais fait un DEP en quoi? Tu sais, je veux dire, je suis fait pour aller là-dedans, mais je veux trouver mon espace, puis je veux me le créer. Puis ça, c'est mon droit à moi. J'ai travaillé assez longtemps. J'ai travaillé pendant 20 ans à me fendre le cul. J'ai le droit maintenant de dire que je suis un restaurateur, puis de dire que je veux plus de vie, plus de temps dans ma vie, puis que je veux plus de... Complètement. Puis ça, c'est quelque chose que... C'est là qu'il y a de la jalousie, des fois, envers certains cuisiniers qui me disent « Hey, tu sais combien de temps ça m'a pris, moi, à arriver? » Ben oui, mais moi aussi. Mais il y a quelque chose aussi, ça, faut que ça arrête. Mettons, c'est comme... Moi, c'est niaiseux, là, mais mettons, ma grande sœur a eu son cellulaire à la fin de son secondaire 5. Ouais. Moi, ma mère, à Noël, mon secondaire 4, j'ai 2 ans plus jeune que ma grande sœur, m'a donné un cellulaire parce que c'était rendu qu'elle appelait sur le cell de ma blonde de l'époque pour me rejoindre. Puis ma grande sœur de dire, ben là, c'était injuste, moi je l'ai eu à la fin, mon secondaire 5. Puis je comprends, on était des ados, tout ça. Mais rendu à l'âge adulte, ça, faut arrêter de faire, hey, moi j'ai mangé de la merde, fait que toi, faut que tu manges de la merde. C'est. On devrait se réjouir du fait comme, hey man, moi ça m'a pris 40 ans, ça t'en a pris 20, fuck aîné, dude. Fuck aîné. Mais c'est parce qu'il faut qu'il y ait un but. Faut qu'il y ait un... C'est quoi? Moi, quand j'ai commencé en cuisine, là, il y a 20 ans, on travaillait comme des malades. C'était dans un restaurant français où est-ce on dormait là-bas. On finissait nos chiffres. Il y avait des divans dans une salle victorienne. On allait se coucher. On se réveillait le lendemain matin puis on recommençait à travailler. C'est fou! Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi le but?
en tant que cuisinier, tu vas faire ça toute ta vie, puis juste... Tu sais, il y a du monde qui sont militaires, là. Il y en a qui... Puis là, on parle de la cuisine, de la gastronomie dans le monde, là, c'est des militaires, là. En France, en Europe, dans les pays, tu sais, le Danemark, puis tout ça, là, ils ont une rigidité qui est pas la même qu'ici, puis ça, je le respecte. Mais moi... C'est pas vrai que je veux faire ça, cette rigidité-là, toute ma vie. Là. Je veux arriver à quelque chose à un moment donné, puis j'en ai d'autres, des projets. Je fais du dessin, je fais du design, je fais de la musique, je fais... Tu sais, je veux dire, j'ai d'autres choses que je veux faire, puis je veux les faire. Mais puis probablement que le fait que tu sois rendu au niveau auquel tu es rendu, tu te permets maintenant de faire comme... de calme. En tout cas, moi, j'ai senti ça. Cette année, j'ai pris 6 mois off pour la première fois de ma vie. Puis là, tu vois, j'ai commencé des rénovations dans ma maison que j'ai achetées. Puis là, je suis comme fucking excité par ça. Ouais. Alors qu'il y a 1 an, tu m'aurais dit, hey man, tu vas être excité par des rénovations d'une maison. Non. Hey, va chier. Ouais. Moi, ce que je veux faire, c'est un show, puis un autre show le soir même, puis un autre show à 3 h du matin, man. Puis le lendemain, je me lève à 6 pour aller. C'était juste ça. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai atteint un niveau inconsciemment où j'ai réalisé que, ben, tu sais, mettons, l'époque où toi, tu dormais dans le restaurant. Ouais. À ce moment-là, tu étais probablement heureux de faire ça parce que c'est ça que tu voulais faire. Puis on le vivait ensemble. On était là avec les gars, on se prenait une bière, on finissait à 1 h du matin, il fallait recommencer à 7 h. On se couchait, on mettait chaume pour mal dormir, pour se réveiller, pour pas passer tout droit, tu sais. C'était... Tu sais, il y avait quelque chose de le fun, mais c'est qu'à un moment donné, tu vieillis, là. Exactement. Puis moi, j'ai envie de... J'aime ça, là, des soirées où je suis chez nous avec ma blonde, là, puis que on écoute un film niaiseux, puis j'ai mon iPad, puis que je fais des dessins, puis que je pense à rien, puis que j'en profite. Puis tu sais, je sors bien moins, mais là, avec ce qui arrive, c'est sûr qu'on sort plus, mais tu sais, je veux dire, je veux plus vivre non plus cette affaire-là de, tu sais, quand tu finis tard au restaurant, puis là, le monde te donne des shots, puis là, tu t'en vas voir tes chums à là, puis là, puis là, ça finit que t'es toujours lendemain de brosse, puis tout ça. Je veux plus... ça. Moi, je suis pépère. J'aime ça, me faire des bons petits soupers, là, des petites affaires bien simples. Là. Je cuisine comme une grand-maman. Moi, c'est chez nous, là, je parle. Parce que je veux du réconfort. Je veux être bien. Toute ma vie, j'ai été stressé, j'ai été anxieux. Là, je veux être bien. Puis moi, j'ai rénové mon condo il y a pas longtemps. J'ai le même projet, dans le même genre de projet que toi. Tu sais, je m'attendais pas à ça, mais là, j'ai trouvé ça le fun. Je me suis fait de quoi de le fun. J'ai un condo qui est super le fun, où j'ai une grande table de 12 personnes. J'ai ma sœur qui habite à côté, qui est en rénovation, qui vient manger avec tous ses enfants chez nous, puis la famille. Je veux dire, j'ai du fun, puis je veux ça. Ben, c'est que t'as donné... Puis ça résonne tellement parce que j'ai l'impression que on a sensiblement vécu la même chose pour le meilleur, dans le sens où ça nous a amené là où on est aujourd'hui. C'est que pendant des années, t'as mis toute ton énergie et tout ton temps dans ta carrière. C'est ça. Et là, tu réalises comme, ben là, j'ai envie de mettre de l'énergie dans ma vie à moi, dans ma personne, dans mon bien-être. Puis je commence à réaliser que le temps passe vite en Christ, là. J'ai bientôt 37. Je veux dire, j'ai commencé... J'avais 16 ans, ça va faire 21 ans dans pas long que j'ai commencé. Puis, tu sais, moi, j'ai eu plein de projets dans la vie, des projets de musique, des projets de graph, artistique. Puis j'ai tout laissé tomber un moment donné parce que j'ai tellement poussé pour la cuisine. Ouais. Puis là, j'ai envie, moi, de ressortir mon kit de musique, là, puis de me mettre chez nous, dans mon nouveau chez nous, puis de mettre... Puis peut-être qu'éventuellement, je vais sortir un CD de beats, tu sais, d'instrumentaux, où je vais appeler mes chums qui rappent. Mais j'ai ce besoin-là qui revient de me dire que... Moi, je sais pas, je pense que je suis un peu TDAH, là, où je sais pas trop. Là, tu sais, quand je fais quelque chose, à un certain point, il faut que je passe à quelque chose d'autre. Faut que je me recrinque sur quelque chose d'autre, puis j'ai besoin de ça en ce moment. Parce que je réouvrirai pas des restaurants. Moi, j'ai plus cette énergie-là. Là. Mais tu me sembles en plus être... des fois, c'est ça. Là, moi, je suis... En tout cas, il y a plein d'affaires chez toi qui résonnent. Là, c'est que l'ambition, c'est vraiment le fun quand tu as ça en toi. Quand tu as ce désir-là de pousser tes limites, tout ça. Mais à un moment donné, j'en parlais avec mon père parce qu'il est beaucoup comme ça aussi. C'est que j'étais comme... Tu sais, je l'entendais, mon père a 55 ans, il a un vignoble, puis... il a le couteau dans les dents, style, là, man. Il veut torcher. Ouais. Pas pour flasher, pour lui. Ouais. Puis il est de même. Oui, c'est l'ambition. Puis, mais à un moment donné, il était comme... Je vais-tu relaxer un jour? Puis j'étais comme, pas jamais. C'est plate, là, mais je pense pas que tu vas relaxer un jour. Puis c'est ça le problème des ambitieux, c'est que probablement que c'est les... Moi, en tout cas, ça a fait grower une réflexion en moi parce que je retiens ça de lui. C'est que je pense que les ambitieux sont les gens qui vont accomplir le plus, ou du moins qui... Mais
moi, mettons, cette année, c'était nécessaire. Puis mon père était comme, hey, je suis vraiment content que tu prennes off cette année. Ouais. J'ai jamais fait ça. Puis j'aurais dit, je suis comme, moi, en même temps, à mon âge, t'avais 3 kids. Tu sais, comme, puis je chill, là, ça va. Là. Mais il y a quelque chose d'important aussi de prendre le temps d'arrêter puis d'enjoy parce que, mettons, ce que tu as monté comme business, c'est juste point de vue, mettons, culinaire sensationnel, mais point de vue rayonnement, c'est grandiose. Je veux dire, moi, pour te booker, je voulais te booker, OK? Parce que j'étais comme, Chris, faut que je parle à un restaurateur, puis j'ai pensé à toi parce qu'on s'était croisés à Juste pour rire l'année passée. T'étais backstage à ma carte blanche, puis comme, ça fait assez longtemps que j'entends parler du mousseau, puis Chris, je sais pas, j'ai senti de quoi de chill chez ce gars-là à voir, tu sais. Et je voulais juste l'opinion de quelqu'un, mais je te connaissais pas. Fait que j'ai texté Bob le chef, que je connais un peu plus. J'ai fait, hey Bob, j'aimerais ça recevoir un restaurateur qui est fucking nice, qui est fucking bon, mais aussi qui représente bien Montréal ou le Québec, mettons. Premier nom, il m'a écrit Antonin Mousseau-Rivard. Comme, il en a écrit d'autres, mais premier, puis comme. Puis ça, mettons, c'est ça qui est fascinant, c'est que ça part de la bouffe, mais ça fait des petits on devient fier. C'est fucked up, là, tu sais. Mais il y a Bob, c'est un bon ami, puis c'est. J'aime cette idée-là. Je veux, moi, représenter Montréal. Je veux tu sais, là, il faut faire de quoi? Là? Je suis en train de penser à quelque chose, justement, pour mieux représenter les restaurateurs, mais je suis prêt, moi, à être une voix, puis je suis prêt à aller à tout le monde en parle s'il faut pour reparler de la restauration, pour mettre les choses au clair. Je veux dire, j'aime ça. Ton énergie est rendue là. Oui, mon énergie est rendue là. Puis comme je te dis, rouvrir un autre restaurant, si je rouvre un autre restaurant, ça va être quelque chose de tellement simple. Tu sais, moi, je pense à mon Wilenski dans ma tête. C'est exactement ça que j'allais dire. Mais c'est ça. Une sandwich. Oui, moi, mais je l'ai toujours dit. Les places qui font... Quand tu vas dans une place puis il y a 15 sortes de sandwich, ça marche pas. Ouais. Fais-en un. Marque-moi dehors que c'est le meilleur sandwich au monde. Puis qu'il y a juste ça puis que je peux pas rien changer dedans. Ben, je vais rentrer, c'est sûr, pour l'acheter, pour voir c'est quoi. Fait que tu le fais bien, puis... Tu sais, moi, j'aimerais ça... Le Wilenski, c'est malade. Là, genre, c'est comme, ouais, non, tu peux pas pas mettre de moutarde. Ouais, j'ai déjà vu une fille dire, moi, je veux vraiment pas de moutarde. Puis Sharon, la propriétaire, surtout, elle montre l'affiche qui est écrit, ici, on met de la moutarde. Puis elle dit, on peut pas le faire. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun. Ils peuvent le faire. Le pain, il est là, mais ils le feront pas. Puis ta gueule, puis mange. Non, mais tu sais, j'aime le concept, moi, de petites micro-restaurants dans des micros-endroits où tu ouvres selon les heures. Admettons, si t'es dans un coin du centre-ville, tu ouvres les heures du midi, tu vends juste un truc, t'en fais en masse, là. Là, tu sais qu'à l'heure du midi, les gens ils vont passer, là, puis là, pap, t'en vends. Que ce soit un bon sandwich, une pizza, pas quelque chose de compliqué. Juste quelque chose de bon. Puis tu sais, ça pourrait même être un hamburger. Je veux dire, moi, quand j'ai du wagyu, admettons, quand j'ai des bons bœufs de même, je me fais des hamburgers là, juste avec... Tu mets du sel dessus, là, tu le fais poêler en l'écrasant, puis là, tu mets ça dans un petit pain un peu cheap, avec juste des oignons et de la moutarde, puis Chris, c'est malade. Mais il y a des choses simples dans la vie, tu sais, des cannes, un hamburger des cannes, c'est bon parce que c'est simple. Fait que je revois ça parce que j'ai plus envie, moi, de réouvrir des trucs qui vont être compliqués. J'essaie de me tenir dans... je parle pas pour le restaurant Le Mousseau, mais si j'ai des projets à faire, je veux que ça soit facile, easy, puis que on mette l'énergie dans une chose. Je sais pas, c'est mon petit rêve caché, mais en fait, c'est peut-être plus ma retraite. Tu sais, genre... Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, quand ma soeur, elle parle de sa retraite, ma soeur, c'est ma gérante, je suis comme, tu sais que t'en auras pas avec moi, dans le sens où, genre, c'est... Il y a ça aussi, les gens passionnés. Tu parlais de passion tantôt. Tu me sembles incarner tout ce que t'es et tout ce que tu prônes. C'est ça il n'y en aura pas de retraite vraiment. Non. Il va en avoir une, ça va slacker. Il va de quoi qui va... Tu sais, justement, là, tu me dis, ton condo, ta famille, la musique, il y a de quoi qui va déroger un peu, l'énergie va être... Mais aussi, t'as bâti quelque chose qui, là, maintenant, tu délègues, tu sais. Oui. Je suis rendu là. Je suis vraiment rendu là, puis j'ai pas peur de le dire. Fait que, tu sais, le Mousseau, on va continuer, on va sortir la tête de l'eau. J'ai l'intention de le continuer pendant des années, le Mousseau, mais je pense que la restauration, c'est un milieu où c'est fréquent que un moment donné, tu pètes une coche, puis tu
tu t'arrêtes. Je trouve, je sais, à moins que les prochaines années aillent vraiment bien, je sais pas comment ça pourrait faire, qu'il y ait des miracles ou quoi que ce soit, j'ai encore beaucoup d'années de stress à vivre à cause du restaurant. Puis ça, veux pas, je vais le vivre. Fait que c'est pour ça que quand je te dis, je m'en défais un peu. Mais ce qui est space, c'est que je pense que, puis what do I know, là, mais dans ma tête aussi, c'est que si tu vivais pas ce stress-là, tu triperais pas autant, probablement. Non, fait qu'il faut juste trouver moyen que ce stress-là, comme te gruge pas en C'est dedans. ça, soit le fun. Parce qu'il y a le bon stress, pareil. Tu sais, t'as le stress qui fait que tu fais des bonnes choses. Ouais. Il y a le mauvais stress qui fait que tu fais les choses mal parce que là, tu bugs, puis faut apprendre à le gérer. Puis moi, ça m'a pris énormément de temps à gérer mon stress. Puis même encore maintenant, je dis que je le gère bien, mais... C'est quoi qui te stresse? Tout. Non, mais moi, je suis quelqu'un que ça va vite dans ma tête, fait que j'ai appris avec le temps à comme placer les choses. Fait qu'admettons, je sais que j'ai quelque chose qui s'en vient là, dans 1 mois et demi, puis que ça va être quand même compliqué, puis que mais j'ai d'autres choses avant ça. Ouais. Qui est stressant, ben je vais placer mon stress, puis je vais le mettre en arrière, puis une fois que je vais avoir coché ce stress-là, je vais tomber dans l'autre. Je suis quand même un bon gestionnaire de stress, mais le stress me gruge, puis tu sais, le stress, c'est tout. C'est est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien au restaurant, est-ce qu'on a du monde, est-ce qu'on a pas de monde, combien d'annulations on a. Tu sais, les phénomènes des annulations, des fois, le restaurant est plein, puis t'arrives à 6 h le soir, puis tu regardes, puis t'as 20 annulations en une journée. C'est pas vrai. Oui, ça arrive fréquemment, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires de stress, parce que quand je serai pas stressé, c'est parce que le restaurant va être sur une strike que ça va bien. Ouais. Puis ça, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais... Ce qui est tellement souhaitable, on parlait de culture tantôt, de ce qui fait que... Tu sais, Montréal, tant qu'à moi j'aime ça aller à New York comme tout le monde, style. Ouais. C'est le fun aller à New York. Mais quand je reviens à Montréal, je trippe dessus. Ouais. Je trippe dessus. Montréal, c'est la plus belle ville au monde. Puis je les ai pas toutes vues, évidemment, là, mais je capote sur cette ville-là. Puis et qui fait en sorte que, tu sais, Montréal fait en sorte que tout le monde peut se parler aujourd'hui. Oui. Alors qu'à New York, je pense pas que ça se peut, tu sais. Non, mais Montréal, c'est petit. C'est un petit C'est village. Puis tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Tu sais, je veux dire... si En tu veux- 2018, j'ai jasé avec la mairesse. Ouais. Tu sais, comme... Je suis pas big, là. Ouais, oui. 2018. Ouais, la mairesse va venir faire une entrevue avec toi. Non, calice. Ouais, oui. Tu sais, Non, c'est non, ça, Montréal. ouais, ouais. Mais ce que tu sais, mettons, on parle du Wilinski pour pas nommer toutes les autres institutions culinaires de Montréal. Ce serait souhaitable qu'un mousseau, j'aille là, esti, quand j'ai 74 ans, puis j'amène mes petits-enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui... Pour toi, c'est-tu charmant comme idée ou pas du tout? Je sais pas. Je sais pas. Je me dis que peut-être des fois, les bonnes choses ont une fin. Fait que je sais pas à quel point la gastronomie, tout ça, est-ce que c'est fait... Parce que la gastronomie était un peu partie. Puis quand je suis revenu, c'est ça que le Chesterman a dit. Le mousseau ramène la gastronomie. Fait que, tu sais, il y a des modes, il y a des ci, il y a des ça. Moi, je pense que le mousseau pourrait être comme une œuvre vivante un peu. Puis on va s'adapter à ce qui va se passer. Puis... Tu sais, le petit mousseau nous permet aussi de faire un peu ce qu'on veut. Tu sais, le mousseau, j'aimerais ça que le mousseau reste, oui, en institution, puis que ça devienne... que ça se passe avec d'autres cuisiniers, des jeunes, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, tu sais, oui, j'aimerais ça. Mais en même temps, je peux pas savoir si ça va marcher, si ça va pas marcher. Non, Autant de temps, je veux pas... Quand je te dis que je veux pas stresser trop à l'avance, mais je veux pas y penser à ça. Ouais. Mais... tu sais, comme je te dis, j'aime la simplicité. Puis des fois, j'ai des petites idées. J'aimerais ça des petits restaurants, soit, comme je te dis, avec un item ou des vrais bouchons où tu rentres. Puis aujourd'hui, il y a ça. Puis il y a ça pour dessert. Puis, tu sais, c'est moi qui décide. J'ai plein de bonnes bouteilles de vin. Tu t'assois, on t'envoie des trucs. Puis, tu sais, de la simplicité. Mais je sais pas l'avenir du mousseau. Je peux pas le dire, mais pour l'instant, j'aimerais que ça devienne officiellement une institution dans le sens... qu'on dure assez longtemps, comme toqué, comme pied de cochon, pour dire que oui, il y a telle personne qui est sortie. Ben là, déjà, avec Francis puis Camilo qui ont gagné les chefs puis Top Chef Canada, je veux dire, ils commencent à avoir des spawns. Fait que je pense qu'à partir du moment où t'as du monde qui sont partis de chez vous, pour puis que là, qu'on dit ces gens-là viennent du mousseau, je pense que ça commence à rentrer un peu dans le game, que là, tu fais partie du décor officiellement. Puis toi, mettons, les chefs québécois que t'admires ou que... Est-ce que maintenant, tu sens que le respect est mutuel? Oui, vraiment. Au début, comme on nous disait tantôt, là, j'ai eu des bisbilles avec plusieurs personnes, plusieurs chefs.
Puis ça a tout été réglé un moment donné parce que je pense que c'est juste le fait que je dérangeais au début parce qu'ils me connaissaient pas. C'est ça. Puis j'ai gagné un prix qui était très élevé que je m'attendais pas à gagner. En 2018? Ou, attends, non. Là, non, c'est il y a 5 ans, 2015, je pense. C'était Goemio, qui est en fait un peu l'équivalent des étoiles Michelin en France. OK. T'as Goemio puis t'as les étoiles Michelin qui sont à peu près les 2 plus gros guides. Puis ils sont venus au Canada, ils sont venus à Montréal et j'ai eu la meilleure note donc équivalent avec le Tokay, et j'ai eu le prix du grand chef de demain. Puis ça, je m'y attendais pas. Puis toi, mettons, ton lien au prix, c'est quoi? Ben, moi, quand j'étais jeune, puis je travaillais au Sarcelles, le restaurant français, j'entendais toujours parler du guide Michelin puis du Goemio, c'est sûr. Fait que moi, quand j'ai su ça, la gueule m'est tombée à terre, mais on m'a jamais dit ce que je gagnais. Je l'ai su la journée même. Fait que moi, quand j'ai su ça, je suis allé me caler une bouteille de champagne parce que j'étais comme... J'en revenais juste pas. J'étais content, j'étais heureux. Puis là, après mon discours, en parlant à certains chefs, certains cuisiniers qui m'ont bâché complètement devant ma mère et tout ça. Ça a été assez dur. Puis après ça, je pense que moi, ça m'a vraiment fait de quoi, parce que j'étais le crime. C'est du monde que je respecte, c'est des mentors, c'est du monde que j'ai leur livre depuis tout le temps, je les vois à la télé. Puis là, il est arrivé ça, mais avec le temps, je me suis repositionné. Je pense que j'ai prouvé que j'étais pas juste une sensation Instagram. Ouais. Parce qu'au début, c'était un peu ça que le monde disait. Il est bien connu sur Instagram, mais c'est bien beau, ses plans en photo, mais c'est-tu bon? Ben oui, mais viens manger, tu vas le voir. Mais je trouve que ça en révèle plus sur les gens que sur toi, mettons. Tu sais, la réaction, souvent, c'est plus... Ça t'enlève rien, dude. Non, c'est ça. Ça t'enlève strictement rien. Mais ça, moi, je trouve que quand ça se met à te bâcher parce que t'as gagné un prix que t'as même pas demandé à recevoir, je trouve que le sous-texte, c'est « J'ai peur qu'il m'enlève quelque chose à moi. » Ben, c'est ça. C'est pas... Je pense que tout le monde est complémentaire dans la minute où tu fais ton affaire. Tu sais, si tu fais la même chose que l'autre... Je veux dire, des restaurants, tu sais, pieds de cochon, ils ont fait pieds de cochon. Puis après ça, il y en a plein qui ont essayé de faire des pieds de cochon. Puis ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est le pied de cochon. Ouais. Fait qu'on a tous une identité, puis on est tous complémentaires. Parce que ça, ouvertement, on le dit, là, tous les cuisiniers ensemble. Puis je te dis, j'ai vraiment une bonne relation avec la majorité du monde à Montréal. Mais je veux dire, quand un touriste, il vient chez nous, puis qu'il tripe bien raide, puis il me dit « Où est-ce que je mange demain? » Puis moi, je suis là jusqu'à lundi, jusqu'à mardi. Où est-ce que je mange? Puis là, il fait une liste. Où tu vois bien qu'ils vont aller dans... On fait partie d'un circuit. Puis moi, souvent, quand j'ai des touristes, puis là, qui nous taguent sur Instagram, puis là, tu vas voir, puis là, tu vois ses stories des 3 derniers jours, puis il était au Joe Beef, il était au Tokay, il était au Plaza, puis il était chez nous. Fait que, je veux dire, on se complète toutes, puis on a besoin de se soutenir. Puis maintenant, c'est comme ça que je le sens. Tu sais, Normand Laprise m'a appelé pour me parler plusieurs fois pendant le COVID pour qu'on discuter de la crise, puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Puis Charles-Antoine, puis je veux dire, il y a une franche camaraderie. Mais au début, c'est juste, je pense que c'est normal que ça... Je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles. L'effet de surprise était... Mais j'ai prouvé quand même à tout le monde qu'on a gagné d'autres prix après. On est sérieux. On fait... Je veux dire, on entraîne beaucoup de monde. Je veux dire, c'est pas juste de la poudre aux yeux. Ouais. Je me suis établi, puis maintenant, j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Je pense que c'est juste mieux parce que... C'est pas vrai qu'on s'enlève de la job. De plus en plus de monde trippe à aller au restaurant. Puis le monde, il trippe à cuisiner à la maison aussi. Fait qu'il faut... Je veux dire, faut tout le monde être ensemble puis aller dans la même mouvance de juste, on est là pour faire notre affaire puis l'idée, c'est de triper. Ben, c'est ça, tu sais, un autre humoriste qui fait un one-man show, il t'enlève pas des billets. Au contraire, mais c'est ça qui me fascine, c'est que, puis je sais pas si en restauration c'est ça, je sais qu'en humour, on parle souvent de la tarte. Ouais. On se divise la tarte. Ouais. Puis j'ai toujours trouvé ça stupide parce que je pense pas qu'on se divise une tarte. Non. Si quelqu'un va voir le show de Kat Levac, un ado, là, avec ses parents, puis il capote. En sortant, son feeling, c'est « Chris, faut que je refasse ça. Ouais. Je vais acheter des billets pour Jay du Temple. Ouais. » Mon succès, c'est son succès, et son succès, c'est ton succès, et vice-versa. Puis j'ai l'impression que les restos, c'est-tu la même chose? Ben, je vois pas ça comme ça, non. Je pense pas qu'il y a l'effet de la pointe de tarte. Moi, je pense qu'il y a tellement de monde. Je veux dire... Bon, ça dépend des périodes, mais quand ça va bien, le monde, ils en veulent des restaurants. Là. Puis oui, on a beaucoup de restaurants à Montréal, mais quand la ville est bien gérée, puis qu'il y a bien du tourisme, puis que, tu sais, il y en a à partager. Là. Puis, tu sais, il faut...
faut être visible parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Je te parle du tourisme gastronomique, mais il y en a plein non plus qui viennent puis qu'eux autres, ils vont voir à l'hôtel puis ils disent où est-ce qu'on mange à soir. Puis, fait qu'il faut être constamment présent, mais faut pas oublier que c'est les touristes. Ouais. C'est vraiment les touristes qui Moi, vont... c'est l'affaire que j'aime le plus. À un moment donné, j'étais à Toronto avec mon meilleur chum, puis il est allé d'une boutique se faire un suit. Puis là, les gars nous demandent d'où on vient. On dit Montréal. Puis ça, c'est, je sais pas, 4 ans peut-être. Puis ils sont comme, hey man, on s'en va à Montréal dans 1 mois. Avez-vous des adresses pour nous autres? Le fun qu'on a eu à faire. OK, vous êtes là, OK, un week-end. Tu vas là, OK, tu vas là, tu vas là. Tu déjeunes là, tu vas à tel bar, tu dînes là, tu soupes là, dis-leur que tu veux aller prendre un. Asti que c'est hot, tu sais. Ouais. Toi, pour toi, mettons, une journée à Montréal, ce serait quoi? Une journée à Montréal, c'est tu vas déjeuner au Cosmo dans MDG, qui est le plus vieux Greasy Spoon à Montréal. Ça n'a jamais changé depuis les 40 dernières années. Là, je ne sais plus combien de temps ça fait que c'est ouvert. C'est 6 places assises sur un petit comptoir. C'est graisseux as fuck. C'est vraiment... moi, ça commence là. Après ça, tu vas au Café Italia prendre un petit café. Tu vas au marché Jean Talon. Tu manges des choses au marché Jean Talon, des saucissons de chez Cochon Touron, tu vas voir Biri, tu croques des légumes. Toi, c'est là que tu vas chercher tes trucs? Ouais, oui, en partie. En partie, j'ai plusieurs fournisseurs, mais oui. Marché Jean Talon, quand je fais venir des chefs, moi, c'est toujours une destination. Aussi, une autre destination pour moi qui est super importante à Montréal, c'est le quartier chinois. Parce que je trouve que ça fait vraiment partie de notre culture, parce que notre quartier chinois est tellement petit comparé. Tu sais, à Toronto, il y a 5 quartiers chinois. Là. Ils sont gros comme Hochelaga. Tu sais, je veux dire, non, mais dans le sens, nous autres, il est tout petit. J'aime ça y aller puis montrer à quel point on a une. À quel point c'est un peu ancré dans notre culture. J'aime montrer, tu sais, j'ai fait manger du vietnamien à un chef finlandais qui, lui, a pas du tout trippé parce que, bon, c'était pour lui, là, manger dans un vietnamien, c'était comme un peu louche. Puis moi, je dis, non, il dit, ici au Québec, là, va sur Sainte-Catherine puis sur Saint-Laurent, à midi, quand tous les gens des bureaux sont tous assis chez Faubac ou chez Faubang ou toutes ces places-là, ça fait partie de notre culture. Fait qu'on j'aime ça montrer tout. En fait, que Montréal, c'est une ville multiethnique puis qu'il y a de l'histoire. Fait que moi, j'aime partir d'en bas sur Saint-Laurent. Là, tu parles du quartier chinois. Tu expliques l'histoire du quartier chinois avec l'église qui était au coin de la rue, qui était la seule église qui acceptait les Chinois à cette époque-là, parce que les Chinois, c'était des travailleurs, puis les églises chrétiennes les refusaient. Puis je pense que c'est les Anglicans qui les ont acceptés. Fait que ça a commencé vraiment au coin de rue, genre... je pense c'est Vigée? C'est Clark. Ben oui, c'est Vigée, Clark, dans ce coin-là. Là. Puis... Après ça, tu montes puis tu vois l'histoire. Fait que là, les Portugais, le quartier juif, les Italiens. Puis là, tu sais, juste de montrer tout ça. Puis je pense que c'est ça que j'aime de montrer de Montréal. C'est en fait, c'est pas nécessairement... Je pense que c'est l'histoire de la ville. Puis moi, je la fais en mangeant. Parce que tu t'arrêtes à chaque place. Tu montes... T'arrives, tu sais, bon, Schwartz qui est quand même un inévitable, puis Wilinski quand c'est plus côté juif, mais là, avant ça, t'as les Portugais, fait que, tu sais, amener quelqu'un chez Doval ou chez, sur Rachel, Ramados. c'est Ramados, ou, tu sais, toutes ces places-là. Moi, je vais souvent à Paul Mouillé maintenant. Oui, c'est super bon. Qui sont fins, Chris, je les adore. Ben, c'est la lignée directe de l'ancien Ramados, là, tu sens... Tu sais, à Ramados, maintenant, je trouve que c'est rendu un petit peu trop industriel, là, puis moi, je viens de l'époque où tu y allais, puis là, il y avait la petite madame qui disait « Mon amour », puis là, elle te donnait, là, elle te remplissait ta boîte de frites, puis ça fermait pas, puis là, elle écrivait 5,25 sur ton truc, puis t'étais comme... Tu sais, fait que... non, mais il y a tout ce côté-là, puis le côté, je veux... Pour moi, Montréal, c'est une ville multiethnique. C'est une ville... Moi, je viens d'NDG. Je veux dire, c'est les Coréens, les Jamaïcains, c'est les Japonais, c'est les... je veux dire, après ça, j'étais à l'école à Saint-Michel, c'est les Haïtiens, c'est les Italiens, c'est les Portugais, les Latinos. Je veux dire, pour moi... C'est ce qui fait l'avantage de notre ville. Puis comme je te dis, le chef finlandais que j'ai amené, lui... Il avait peur de manger dans des restaurants ethniques, tandis que moi, je veux dire, n'importe où je vais à Toronto, je vais en Californie, les petits restaurants boui-boui de coin de rue que tu vois qu'il y a juste du monde. Tu sais, un restaurant mexicain, tu vois qu'il y a juste des Mexicains, un restaurant chinois, tu vois qu'il y a juste des Chinois. Mais c'est là que je vais, moi, parce que j'ai été élevé à être ouvert de même. On est chanceux, les Québécois, on a eu l'Expo 67 qui a ouvert nos mentalités. Moi, dans ma famille, mon père, mon grand-père, je veux dire...
ont été ouverts. C'est des gens qui sont allés voir des cultures puis ils ont voulu les essayer, qui ont voulu les adopter. Fait que moi, dans ma famille, on mange... je veux dire, on boit du saké. Mon grand-père faisait de la guacamole bien avant que ce soit bien à la mode, dans le sens, on est des gens ouverts. Tu sais, je dis toujours, toutes les familles québécoises ont toujours une matante qui fait un couscous parce que son chum est marocain, que ta matante est marocaine. On est ouvert, on est mixé, puis c'est ça qui fait c'est ça qui fait la beauté de la ville de Montréal, puis c'est ça qui fait la beauté de ma culture à moi, parce que comme je suis autodidacte, ben j'ai pas la technique française. J'ai la technique de toutes les bouffes que j'aime. Puis moi, je veux dire, je fais beaucoup de cuisine ethnique. Énormément. Puis je le fais bien. Parce que j'ai mangé pendant des années les choses. Je les ai étudiées, je les ai essayées, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai vu. Puis finalement, je suis rendu capable de cuisiner parce que j'ai enlevé mes théories de cuisine française dans lesquelles j'ai été élevé, que tu te fais dire, tu peux pas faire ça. Mais en cuisine asiatique, tu peux faire ça. Tu sais, je veux dire... C'est là où j'ai l'impression qu'être un autodidacte, ça devient un avantage. Ben oui. Parce que t'as pas d'idées préconçues. Exactement. Puis moi, j'aime ça quand un chef vient manger chez nous puis dit, écoute, j'ai pas de repère. Je comprends pas. Pourquoi t'as mis ça avec ça? Pourquoi la texture de ta sauce est comme ça? Mais il dit pas que c'est pas bon, mais il me dit juste, je n'aurais pas fait ça, moi. Puis je dis, ben c'est ça le but. Moi, je parlais de ça avec ma blonde hier. Aussi banal que ça peut être, j'adore me faire à manger par du monde qui cuisine bien leur affaire puis qui se pose pas de questions parce que ils le font puis c'est bon. Puis moi, j'ai tendance, des fois, quand je débarque dans les cuisines de du monde qui sont super à l'aise dans leur truc, puis là, ils commencent à me poser des questions, puis là, ils ont des doutes, puis là, après ça, je veux pas. Moi, tu me fais à manger, là, je vais aimer ça parce que je vais être comme, tabarnak, elle a pas fait ça, puis c'est bon pareil. Fait que, tu sais, tu découvres, j'aime la banalité. C'est pour ça que je te parle des produits aussi que je te disais tantôt. C'est les produits qui parlent. Fait que, je pense que tout peut être bon, c'est juste une question de contexte. Moi, j'allais à l'hôpital quand j'étais jeune, à tous les semaines, parce que j'avais des nodules dans la gorge. Puis, mon petit fun, c'était de boire mon lait au chocolat avec mon grilled cheese d'hôpital. Yes. Bon, j'habite à côté de l'hôpital Notre-Dame. C'est fréquent que je vais à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame me chercher un grilled cheese bacon avec un gros lait au chocolat. C'est un souvenir qui me réconforte. Ouais. La bouffe, tu peux pas juger la bouffe. OK? Je pense que c'est au Sénégal ou je sais plus trop où, un des déjeuners les plus mangés, c'est du spaghetti au ketchup froid, frit dans une poêle, mis dans une baguette avec du lait condensé sur le dessus. Tu manges ça le matin avec un café. Bon, c'est pas à toi ni à moi. Non, mais J'ai rien compris. Non, mais regarde, imagine... Juste te donner l'exemple que c'est pas des trucs qui sont appétissants pour nous. Non. OK? Un sandwich au spaghetti sucré le matin, ça me parle pas. Mais quelqu'un qui a été élevé avec ça... il va le vouloir. Moi, quand j'entends des chefs dire que le McDo, c'est de la merde, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. On s'entend. Mais c'est bon. Moi, à 3 ans, ma fête, j'en allais me chercher un petit McDo avec une petite surprise, puis c'est resté dans moi. Il y a des choses... la bouffe, c'est des sentiments, c'est des valeurs, c'est... que toi, ta grand-mère, elle faisait ça, puis t'aimes ça de même, bon, mais fais-le. Ouais. Fait que je trouve que la bouffe, tu peux tellement l'exploiter sur plein de points de vue, mais ça doit rester... Il faut pas juger rien. Il faut essayer tout, mais il y a des choses, ça va trop loin, là, on s'entend là, dans la bouffe, mais tant que c'est incarné. C'est ça. C'est vrai pour toi, tu sais. C'est ça. Puis il y a des histoires. Toutes les choses ont une histoire. Si toi, tu fais juste prendre plein de choses, tu les mets ensemble, ça devient une grosse bouillie, puis toi, tu trouves ça bon, c'est ton affaire, mais... tu sais, une tartine du pays, admettons, au Québec, là, du sucre d'érable râpé sur du gros pain de fesses avec de la crème. Bon, mais ça, c'est à nous, ça. Puis c'est simple, c'est rien, puis c'est la meilleure chose que tu peux manger. Ouais. Fait que j'aime cet aspect-là de la simplicité, puis des choses qui vont nous réconforter, puis de comprendre que la bouffe, tout le monde a un point faible dans la bouffe. Même ceux qui aiment rien, tu peux aller chercher des sentiments chez les gens, tu peux aller chercher des souvenirs, tu peux aller chercher... je veux dire, moi, j'avais une voisine, elle avait une gardienne africaine qui faisait un poisson. J'avais 2-3 ans. Là. Je me rappelle du goût de ce poisson-là comme si c'était hier. Puis un moment donné, je m'essaye, j'ai fait une recette et c'était pareil. J'ai eu un sentiment de bien-être, puis des souvenirs, puis ci, puis ça. C'est ça, la bouffe. C'est ça, il faut que ce soit plus que juste manger. Faut que tu aies du fun, puis faut que tu... à vivre. Si que c'est hot, mais quelle mémoire gustative. Je me rappelle plus de choses que j'ai mangées dans ma vie que de l'événement en tant que tel. OK?
Fait que je me rappelle de mariage, je me rappelle de plein d'affaires. Je me rappelle pas qui se mariait, je me rappelle qu'est-ce qu'on mangeait ou des affaires de j'ai vraiment les souvenirs liés à la bouffe, moi. Les meilleurs repas que tu as mangés de ta vie? Aïe, 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 ça, je pourrais pas te répondre. Je pourrais pas te répondre. J'ai dû le dire tellement de fois. Ouais. J'ai dû tellement dire de fois, puis je les ai toutes déjà oubliées. Mais je veux dire, moi, manger, c'est mon plaisir. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai une table de 12 places chez nous. Là. Tu vois, cette année, justement, j'étais en voyage. J'étais en Nouvelle-Zélande un mois tout seul d'une vanne. Puis j'ai croisé le frère d'un de mes meilleurs chums par le plus hasard. Je le connaissais pas. Finalement, on a voyagé ensemble pendant un mois. Puis lui, c'est un gars qui, dans sa vie, a fait le choix qu'il veut voyager. Il est prof. Puis lui, il fait « Hey, moi, je vais couper toutes les dépenses qui, pour lui, est comme c'est des dépenses pour pouvoir voyager. » Fait que lui, manger, c'est de la survie. Ouais. C'est juste faut que je me mette de quoi dans la gueule, puis c'est tout. T'sais. Moi, j'ai réalisé, je le savais, mais j'ai réalisé plus que jamais à quel point, pour moi, on est 5 chez nous, c'est un moment. Ça brasse à la maison. On jase. Si ma grande sœur nous fait rire, mon père nous compte sa journée, ma mère a dit un commentaire, ma petite sœur, elle veut qu'on l'entende. Il s'est passé de quoi tout le temps. Un autre est invité. À cette heure, crime, ma sœur a 3 enfants, ma petite sœur est enceinte. Il y a du monde à la maison tout le temps. On perd l'idée du repas ensemble. C'est ça. C'est rendu. C'est pas une banalité, manger. Manger, c'est la fin de la journée où est-ce que tu t'assois puis tu comptes ta journée, tu parles de ta journée. Exact. Puis moi, j'ai tendance à manger bien lentement puis beaucoup. Fait que, tu sais, souvent, le monde autour de moi commence à se lever puis je suis comme, non, wow, j'ai pas fini de manger, moi. Tu sais, puis on est là pour ça, là, on va en profiter. Puis, tu sais, je fais des gros repas, là. J'ai reçu 15 personnes chez nous, l'autre fois, toute ma famille, toutes mes petites sœurs, beaux-frères, tout ça. J'ai fait une grosse tablée chinoise de malade. C'était tellement le fun. Je veux dire, c'était... C'est ces moments-là qui font que c'est là que tu restes assis. Puis, tu sais, comme dans n'importe quelle famille, quand tu as fini de manger, ben, à un moment donné, le monde se lève, puis bon, faut qu'on y aille. Mais pendant que tu manges, c'est là le moment où ça se passe. C'est bien important. Puis, je trouve qu'on perd ces moments-là. Ben moi, en voyage, c'est là que j'ai réalisé. À un moment donné, je disais à mon partenaire de voyage, parce que ça a été challengeant. Les 2 premières semaines, j'étais comme. Mais c'était ça l'idée aussi. J'étais comme, je voulais tout débrancher, puis me ramasser tout seul d'une vanne loin, puis pas vraiment savoir. Puis, à un moment donné, j'ai communiqué, je suis comme, Chris, je me pose la question, pourquoi j'ai pas plus de fun? Je sais pas pourquoi. Puis, il a été full smart, Laurent, on a jasé, puis il était comme, OK, ben qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que t'aimes du voyage jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis, la première fois qui fonctionnait pas pour moi, c'est, man, quand on mange un mauvais repas, ça met en tabarnak. Ouais, ça, je suis d'accord. Et pour moi, un bon repas, c'est pas quelque chose de gastronomique. J'ai renoué avec les toasts, moi. Je mangeais plus de toasts. Là, man, on se lève à 6 h du matin avant d'aller faire un hike. Puis genre, on s'est fait des œufs cuits durs la veille. Puis on appelait ça nos hot dogs néo-zélandais. Fait que c'était une toast au beurre de pin. Puis je mettais une banane au milieu. Puis on mangeait ça. Man, délicieux. Un fucking délice, genre. Puis un moment donné, on s'est fait pour dîner des pains dorés. Ça me tentait pas d'aller cuisiner avec un petit rond. Puis moi, je suis pas bon pour cuisiner, fait que ça me faisait chier. Puis lui, il dit, non, on va aller dans la salle. Il y a du monde. On va parler avec du monde. On va se faire des pains dorés. Puis je vais te rejoindre. Là, Puis je suis arrivé. Man, la première bouchée, c'était tellement bon. Je disais, hey, je m'excuse, man. J'ai été bougon pour rien. Je sais pas. J'ai de la misère. C'était fucking bon. Mais comme j'ai réalisé à quel point, pour moi, c'est important que ça goûte bon, que ce soit le fun. Oh oui. Le but, c'est ça. C'est ça. Le but, c'est ça. Puis c'est... Moi, je peux devenir... Quand quelque chose est pas bon, puis je suis fâché, là. Tu sais, je suis un peu... Quand je manque de sucre, puis que faut que je mange, puis que... T'es-tu diabétique? Je suis pas diabétique, je suis hypoglycémique. OK, ouais. Quand j'ai faim, puis que je file pas, puis que tu m'amènes quelque chose, puis que c'est pas ce que j'ai demandé, puis que je trouve ça cave, comment t'as pu faire une erreur, tu sais... Là, je deviens mécontent, mais tu sais, je veux dire, c'est tout. Dès que quelque chose est bon, puis juste c'est bien fait, puis qu'il y a de l'amour dedans, c'est tout. Puis c'est drôle que tu parles des toasts, parce que quand on me pose la question, c'est quoi ton repas préféré? Habituellement, je réponds un festin de toast de chalet. Quand tu te réveilles au chalet, puis que t'as 4-5 sortes de pain, parce que, tu sais, dans les Laurentides, admettons, moi, on était à Mornite, t'as le pain le caveau, je pense. En tout cas, tu sais, il y a comme plein de petites boulangeries qui font des pains de fesses, des affaires de même. Fait que là, t'achètes
chaque sorte de pain. Là, tu te fais une tablée avec du caramel grenache, de la confiture, des crotons, du beurre de pin, du maple spread. Tu mets tout sur la table. Puis là, tu manges des toasts. Tu fais tes toasts. Ça, là, moi, c'est mon repas parce que c'est la simplicité. Puis moi, j'étais pensionnaire. J'étais dans plein de camps de jour aussi quand j'étais jeune. Les toasts, ça a quelque chose de tu sais, c'est pas la matière qui est importante, c'est l'histoire que t'as derrière. C'est comment tu vois ça. C'est comment... Moi, j'ai les biscuits au chocolat parce qu'au pensionnaire, ils me donnaient des biscuits au chocolat en se coucher puis j'ai trouvé dégueulasse. Fait que, tu sais, c'est tout est lié à une histoire, mais ça veut pas dire non plus que quand t'aimes pas quelque chose, tu l'aimes pas. Moi, j'aimais rien quand j'étais jeune. Je faisais des crises. Je faisais des crises. T'étais difficile. J'étais vraiment difficile. Puis je faisais toujours à croire que j'avais déjà mangé ça chez ma grand-mère. Tu sais, mon père, quand il m'a fait manger de l'avocat, j'ai dit j'ai mangé ça chez grand-maman. Il a fait non, grand-maman, elle mange pas de ça. T'as jamais mangé de ça, tu goûtes. Là, fait que, quand est-ce que le switch s'est fait? C'est avec la choucroute quand j'avais 10 ans. La choucroute, c'était un plat que j'avais vu quand j'étais allé en France plus jeune et que je l'avais senti. Il y avait de quoi qui m'avait répugné. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon père, je veux manger une choucroute. Puis il a fait une choucroute, puis j'ai capoté. Puis je sais pas, dans ma tête, c'est là que je sais pas pourquoi ça a parti. Ça fait non, je veux manger. Puis tu sais, je mangeais pas de légumes quand j'étais jeune. Je mange des légumes en quantité industrielle. J'aime me faire des grosses portions de légumes. Puis tu sais, je mange plein de fruits, tu sais. Je suis plus difficile, mais j'ai fait des crises. J'étais un enfant bien difficile. Mais quand j'aimais quelque chose, j'aimais ça. Fait que moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle me donnait un 5$. Je partais presque en pyjama à la boulangerie au coin de chez nous. Je m'achetais une baguette. J'allais au saucissier à côté. Je m'achetais un saucisson. Puis je m'achetais un millefeuille à la boulangerie aussi. Puis là, je rentrais chez nous. Puis là, je prenais mon saucisson. Puis je le rentrais dans la baguette. Puis tu sais, j'étais assis. J'étais tout petit. Là, j'avais 5-6 ans. Puis je mangeais mon gros salade. Il y a des choses que j'aime. Puis ça, je le sais. Mais c'était de m'ouvrir. Il y a encore des choses que j'aime pas. Mais je refuse quand même jamais de manger. Dans le sens, moi, le saumon, j'aime pas ça. Le saumon cuit, parce que souvent, il est trop cuit, puis je trouve que ça goûte pas bon. Puis, mais je refuserai jamais, si je m'en vais chez quelqu'un, puis il me sert une portion, m'en manger pareil. Mais est-ce que t'aimes pas ça ou c'est juste pas la bonne manière? C'est de l'appréhension. C'est ça. Ouais. Fait que c'est le fait que tu connais ça. Ben, c'est parce que je sais. Oui. Puis il y a. C'est que. Tu vois le potentiel. En tant que cuisinier, tu vois un plat, tu sais ce que ça va goûter selon les. Tu sais, je veux dire, un saumon trop cuit, c'est un saumon trop cuit. Quand tu vois l'albumine sortir sur le dessus, ça fait de la petite mousse blanche, puis qu'il est dur, tu sais, puis que là, la peau a cuit, puis que ça goûte le gras. En tout cas, je serais pas... Non, mais il y a vraiment... Mais des fois, j'ai envie d'en manger aussi. Tu sais, c'est juste, c'est weird, mais il y a rien que j'aime pas. Je vais juste me dire que quand j'aime pas ça, c'est parce que c'est mal fait. C'est ça, exact. Tu sais, du brocoli... Ma gardienne elle faisait trop cuire, il était brun, il se défaisait presque en purée. C'est normal qu'il y a plein de monde qui n'aime pas le brocoli ou les vieux, les personnes âgées, les personnes... Excusez-moi. Non, mais les personnes plus âgées qui n'aiment pas l'agneau parce qu'ils disent que ça goûte la laine, c'est parce que c'était pas de l'agneau que tu mangeais, c'était du mouton. Parce qu'on laissait pousser la laine, puis on le rasait, puis ça fait que la viande, elle goûte la sueur, c'est normal. Mais là, de l'agneau... tout petit de même, c'est bon, ça goûte super bon. Fait que, tu sais, c'est de changer la conception puis de faire comprendre aux gens que moi, quand quelqu'un me dit, ben, pouvez-vous enlever ça, j'aime pas ça, ben, on le demande toujours deux fois. On dit, pouvez-vous l'essayer? Ouais. Essayez-le, puis si vous aimez vraiment pas ça, vous êtes pas allergique, vous allez pas mourir, essayez-le. Puis j'ai fait manger des choses à du monde là, qui me disait dur comme fer qu'elle allait pas en manger. Puis... J'adore cette phrase-là. J'ai fait manger des choses à du monde. Moi, j'ai fait manger des choses à du monde. J'imagine que, parce que, mettons, mes parents font du vin, qui fait que dès que on reçoit des amis, souvent, je dis, mes parents reçoivent mes amis à souper. Mes amis sont tout le temps comme, si, mais là, que j'amène à tes parents comme cadeau d'autre, j'ose pas amener du vin, puis je suis comme, non, au contraire. Amène-leur du vin que t'aimes, puis on va en parler, tu sais. Toi, j'imagine que les gens, ils osent pas trop te recevoir à souper ou ils sont nerveux quand ils t'ont ça? Ça fait beaucoup de stress. Ouais. C'est pour ça que je te disais tantôt, là, j'aime pas ça arriver chez quelqu'un, puis là, tu vois la personne qui... Si j'avais pas été là, elle aurait tout fait par habitude, bien, puis là, elle est choc parce que... Puis là, ils se mettent à me poser des questions, puis moi, je le dis, là, faites-les. Vas-y. Je veux dire, je peux aider avec 2-3 petits trucs, mais
Tu veux pas que je te dise exactement comment moi j'aurais fait. Moi, je veux que tu le fasses comme toi tu le fais, puis je vais aimer ça. Puis tu sais, j'ai été élevé dans un pensionnat. Moi, de manger des affaires pas bonnes, là, j'en ai mangé là, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Fait que c'est dur que j'aime vraiment pas quelque chose. Là. Ouais. Faut que ce soit vraiment dur. Puis j'aime la cuisine innocente. J'aime les gens qui font des choses parce qu'ils le sentent, ils le filent, puis c'est comme ça. Puis ma mère, elle cuisinait comme ça quand j'étais jeune, puis j'aime ce côté-là. J'aime le côté où il n'y a pas... Moi, je vais me faire de quoi, puis il faut que je pense à toutes mes étapes, puis même des affaires faciles, des fois, parce que je veux que ça soit croustillant, parfait sur le dessus. Puis fait que là, je me fais un peu chier. Il y a du monde, ils le font... Paf, paf, puis ça finit, puis tu l'as devant toi, puis t'es comme, mais toi, tu t'es pas fait chier, puis tu m'as donné ça, puis c'est bon de même. Fait que tu sais, il y a le petit côté aussi, des fois, il faut que je lâche un peu. Ouais. Faut que... Mais en même temps, c'est ça ton art. Fait que, je veux dire, il y a une différence entre. Tu sais, c'est ça, toi, c'est ton métier. Ouais. Puis pour la plupart des gens, c'est un passe-temps ou une passion, mais c'est pas un métier. Ouais. C'est comme. Moi, j'ai des amis qui sont hilarants dans la vie. Ils sont hilarants, mais ils sont pas fucked up avec ça de. Ah, si j'aurais dû faire une pause là. C'est pas la même affaire. Et, tu sais, dans ma tête, c'est ça la différence. Puis. Je voulais te demander aussi, je veux qu'on parle aussi du restaurant comme lieu. Parce que moi, c'est des affaires que j'aime vraiment beaucoup. L'idée de ça physiquement. Parce que c'est ça le resto, on parlait, c'est une expérience. Ouais. Je veux dire, ce qu'on voit, comment on sent, la musique qui joue, ouais. la vibe, comment le monde, tu sais, comment tes employés s'habillent. Ah ouais. Tout ça, comment. Toi, mettons, l'expérience au Mousseau, comment t'as pensé ça? C'était quoi l'idée? Ben, c'était comme tu dis, c'était bienvenue chez nous. Fait que C'est ça. moi, je suis quelqu'un de carré, mais croche. Je suis quelqu'un... J'aime les affaires qui vivent dans le sens qu'on... Si je refais un mur, admettons, là, quand t'arrives au restaurant, on fait un mur, puis il y a une imperfection dedans, je veux la faire vivre, cette imperfection-là, moi. Je veux pas la cacher. Fait que j'ai pris un endroit... Je l'ai mis à mon image pour pas que... Il n'y a rien qui prend ta vision au restaurant, à part l'œuvre de mon grand-père puis l'assiette que tu as devant toi. Le but, c'est que t'es dans ma tête. Ma tête, est pas parfaite. Mon endroit, il est pas parfait. Ma vaisselle, il y a des chips dessus. Parce que ça arrive, une vaisselle. Tu veux que je prenne une assiette que je paye 60$ puis j'achète parce qu'il y a une petite chip sur le bord? Non, elle a vécu cette assiette-là. Pour ça qu'elle a une chip. Fait que j'aime tout ça. Puis moi, au début, on se faisait beaucoup critiquer pour la musique. Là, les gens qui disaient, ben là, ça n'a pas d'allure mettre du rap. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'écoute. Puis c'est ce que j'aimerais entendre dans un restaurant. Puis nous, quand on a commencé à faire ça, il n'y avait pas de rap qui jouait dans les restaurants, vraiment. Puis maintenant, tous les restaurants ont une playlist rap sur Spotify. Quand je vais au Chien Fumant, c'est tout le temps ça qui joue. Ça. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, il y en avait, là, je dis pas qu'on est les premiers à avoir fait jouer du rap, mais je veux dire, de faire de la gastronomie. Moi, la première journée qu'on a ouvert, puis j'ai un de mes employés qui a dit, tu réalises que tu es en train de mettre des fleurs avec une petite pince sur une assiette pendant que tu as Sean Price qui crie dans les trucs, puis tu as du monde qui trippe en haut, puis j'ai fait, ouais, c'est malade. Puis tu sais, il y a un phénomène de clash, puis je trouve ça malade. Puis c'est qu'en même temps, le restaurant, il est fait... Il n'y a pas juste les personnes âgées qui connaissent pas, qui n'ont pas été dans le rap. Il n'y a pas juste ceux qui existent. Il y a tous les autres. Fait que moi, j'ai du monde en cravate qui descendent, puis là, ils entendent du Snoop Dogg. Puis là, il défait sa cravate, puis il dit, tabarnak, les gars, vous faites jouer ça, c'est malade. Puis là, tu sens qu'il y a un relâchement. Fait que chez nous, c'est chez vous. Je veux que ce soit... Je veux que tu te sentes bien, puis c'est sûr qu'il y a du monde qui sont... L'autre fois, il y a une madame qui a chialé parce que les murs sont pas nécessairement finis à terre. Mais on s'en calisse-tu? Je veux dire, c'est ça. Tu vois bien que toi, t'es un peu... On aime les affaires un peu effritées. On aime ça, le vécu, puis tout ça. Mais regarde pas ça. Regarde ton expérience en tant que telle. Puis pas juste ça. Moi, dans ma tête, c'est que après ça, les gens aiment dire qu'on aime donc l'authenticité, mais asti qu'on la veut propre, l'authenticité, tu sais. C'est ça. Alors que je fais... C'est ça de l'authenticité, c'est de faire... Ça, c'est real. Ça, c'est... Tu sais, comme... Fait que je trouve ça fucking sick. Je voulais te demander aussi, parce que moi, il y a quelqu'un que j'admire quand même vraiment beaucoup, mais que j'ai appris à connaître sur le tard, qui est Anthony Bourdain. Ouais. Je veux savoir, toi, si tu es quelqu'un, mettons... Qui t'a marqué d'une manière ou d'une autre? Ben oui, comme tout le monde. Je veux dire, comme tout le monde, je parle en cuisine. Là. Ouais. C'est sûr qu'Anthony Bourdain, il a mis sur la table bien des choses qu'on mettait pas sur la table. Sa fin est
est tragique. Comme tout le monde, j'ai été choqué par ça. En fait, ça pas choqué, mais je veux dire... Bouleversé, puis il a même été capable, dans sa mort, de faire une dernière chose, puis de nous faire réaliser qu'il y avait du problème de maladie mentale en restaurant. Il y en a beaucoup, puis qu'on est des gens bien renfermés, souvent, qui travaillent beaucoup de temps. Je veux dire, il y en a eu des suicides, même à Montréal. On se rappelle du Café Jongleur, puis... je veux dire, Bernard Loiseau en France qui s'est tiré. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Il y a des problèmes. Puis Anthony Bourdain les a mis sur la table. Puis Anthony Bourdain vient, je pense, de la pire époque de la cuisine, là. Les années 80 à New York. Je veux dire, il faisait ses chiffres sur l'héroïne. Là. Je veux dire, c'était une affaire que je suis comme... Je sais même pas comment... Mais il l'a vécu, il vient, puis il a laissé sa marque. Fait que oui, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Puis c'est vraiment quelqu'un même que j'admire beaucoup. Là, tu sais, c'est une grande perte pour le monde de la cuisine. Je pense que s'il s'était pas suicidé, qu'il aurait pu être encore très pratique pendant longtemps, puis son opinion aurait été valable pour... Même s'il n'est plus en cuisine depuis longtemps, c'est quelqu'un qui voyage, qui connaît les gens, qui parle je veux dire, tous les grands chefs le connaissaient. Fait que c'était une grosse perte. Tu l'as jamais croisé? Non, j'ai jamais croisé. Puis... je l'ai découvert, moi aussi, un peu sur le tard, parce que moi, je regardais pas vraiment... Moi, les livres de cuisine que j'aimais quand j'étais jeune, c'était des vieux livres de cuisine des années 80, 70, puis la vague, quand les nouveaux chefs sont arrivés, j'étais pas vraiment dedans. Puis comme j'ai découvert le Noma, ça faisait longtemps que c'était ouvert, là, c'est mon père qui m'a donné le livre pour Noël, puis je découvrais quelque chose, fait que je connais, je sais pas, je m'inspirais pas vraiment. Je voulais pas, en fait, copier. Fait que tu sais, j'essayais de me tenir loin, mais Anthony Bourdain, c'était vraiment quelqu'un qui a démocratisé, qui a rendu ça plus social, qui a ouvert les yeux sur tout le monde. Fait que quand je l'ai découvert, j'ai plus trippé. Puis malheureusement, bon, il est décédé quelques années après, mais j'aurais bien aimé le rencontrer. C'est clair. Quelle légende. Tantôt, tu parlais d'un possiblement un projet de musique. Tu travailles-tu là-dessus? C'est-tu quelque chose qui... Ben oui. J'avais un projet qui, malheureusement, va pas fonctionner. Je rentrerai pas dans les détails. Mais c'est quelque chose qui me... Je veux dire, moi, j'ai fait beaucoup de musique underground qui a quand même marqué à l'époque. Avec mon groupe qui s'appelait Atlas et Main Bleue. Moi, mon nom d'artiste, c'est Main Bleue à la base. C'était Main Bleue. Main Bleue? Oui, la Main Bleue. Parce que je faisais du rap, puis moi, je fais de l'échantillonnage. Puis c'est quoi de l'échantillonnage? De l'échantillonnage, c'est du sampling. Ça veut dire que dans le rap, c'est que tu vas prendre un échantillon, tu mets ça. Fait que c'est un peu faire de la cuisine en tant que tel, parce que tu as des ingrédients. Tu pognes le drum de tel tune, tu pognes la bass de tel autre. Exactement. Puis moi, j'étais spécialisé dans l'échantillonnage québécois, d'où Main Bleue, parce que c'était un peu un lien avec le fleur d'Élysée. Puis j'avais une collection de disques québécois vinyles qui devait être une des plus grosses. C'était débile tout ce que j'avais, puis malheureusement il y a eu un dégât d'eau, puis j'ai tout perdu. Non! Fuck! Mais j'aimerais ça quand même. Moi, j'ai un de mes bons amis qui est Stoop de Jedi Mind Tricks, qui est un groupe de rap américain. Stoop, le producteur qui fait les beats, c'est un de mes très bons amis proches. Puis on s'est rencontrés par hasard. Puis on est devenus très, très amis. Puis j'ai envoyé on a fait un projet où est-ce que il a échantillonné du Beau Dommage. Moi, j'ai échantillonné du Pauline Julien. On a fait plein. Puis je pense que j'aimerais ça finaliser, ce projet-là, éventuellement. Puis faire un album instrumental, là, littéralement. Un peu comme Girl Talk à l'époque, dans le sens où lui, c'est pas instrumental, mais... en termes de sampling, quand même. Là. RJD2 ou, tu sais, je veux dire, des producteurs, tu sais, Alchemist, DJ Premier, je veux dire, tout Pete Rock, tu sais, je veux dire, mais faire un album instrumental et peut-être inviter quelques rappers, mais je veux que ce soit petit puis je veux que ce soit fait à l'ancienne. Moi, ça va être, je veux dire, le moins de digitalisation possible. Là. On prend le sampler, on le met dans le sampler, on envoie ça, puis... je veux pas que ça soit clean, je veux que ça soit rough. J'aime ça, puis je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment me remettre parce que ça me gruge à l'intérieur, mais mon setup est en train de se faire. Fait que je veux pas parler trop vite, Parfait. Mais éventuellement, c'est quelque chose que je vais faire. Puis tes dessins? Ben, les dessins, moi, j'ai recommencé à grapher parce qu'avec mes amis du crew K6C, duquel je fais partie,
on a fait des productions, on fait Under Pressure. Fait que j'ai recommencé à faire du graffiti légal, des murales, des affaires comme ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui me parle aussi, que j'avais arrêté puis que je veux recommencer. Fait que le dessin, ça va plus loin que ça aussi. Tu sais, le dessin, c'est moi qui dessine, qui design les chandails, c'est moi qui fais les logos du restaurant. Tu sais, je veux dire, ça va plus loin. J'aime créer. J'aime ça, faire des trucs. J'ai un projet d'un livre pour enfants. Ouais! Le Pedro, le clown qui avait les pieds trop petits pour être un clown. J'ai fait un dessin, parce que j'essaye. Moi, j'ai un iPad. Moi, j'ai dessiné pendant super longtemps, mais j'avais plus mon kit d'artiste, j'avais plus rien. Puis là, je me suis racheté un gros iPad. Je peux tout faire là-dessus, Chris. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire des tests, puis là, je fais un clown. J'ai dessiné un clown, puis là, je dis crime. Fait que, tu sais, j'ai des petits projets comme ça, juste parce que je veux créer. C'est créer que j'aime, en fait. Puis, que ce soit de la cuisine ou de la musique ou un dessin ou quoi que ce soit, la créativité, ça entraîne la créativité. Ouais. Quand je manque de créativité, si je dessine, j'ouvre ma porte de créativité, puis après ça, je vais avoir plus de facilité à faire mes menus, puis des affaires comme ça. Donc, la créativité amène la créativité. Il faut toujours se garder actif, parce que sinon... à un moment donné, tu rentres dans un stress le syndrome de la page blanche, puis là, le stress qui fait juste se répéter. Fait que quand tu admettons, si toi, t'as écrit aussi, moi, j'ai à faire un menu, puis là, ça passe pas, ça marche pas, je fais un dessin, je m'enlève les idées de la tête, puis après ça, pouf, recommence, là. Là, t'as enlevé les trucs, là, recommence, puis là, tu y vas. Fait que c'est vraiment important de se tenir actif quand t'es une personne créative, artistique ou tout ça. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de domaine que je veux dire, je suis intéressé par tout ce qui est créatif. Fait que, qui sait, je sais pas, faire comme je te dis, des dessins, des trucs de même, mais faire des affiches pour des groupes de musique, faire des... Tu sais, j'ai fait une affiche pour À la Claire un moment donné que j'ai... Je veux dire... Je l'ai envoyé, puis ça a marché, ça a passé, puis j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, c'est des choses que j'aime. Fait que se garder occupé, se garder actif, puis garder sa créativité dans le tapis, c'est ça qui est important. Tu te considères-tu comme un artiste? Oui. Ouais, moi, je veux dire, je viens d'une famille d'artistes. J'ai vécu là-dedans. Je suis un artiste. Je vois la musique, je vois la cuisine comme de l'art. Je me considère comme un artiste. Je suis pas capable d'avoir la rigueur. La rigueur. Comme je t'ai dit tantôt, de bien des cuisiniers, parce que j'ai du côté trop artistique. Faut que je m'amuse, faut que je parte, faut que je sente que je fais quelque chose, parce que si je fais toujours la même chose, à un moment donné, je suis plus capable. Puis ce qui arrive aussi, c'est tout ce que tu viens de décrire, ce côté-là, toi qui fais tout ce que t'es aussi, tu sais. Hey man, Antonin, il faut qu'on arrête ça. Le studio a été loué à cette heure-là. Moi, j'ai des livraisons à faire. Hey man. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés par le 28 jours, le take-out, c'est où qu'il faut qu'il aille? Alors, 438-384-7410 ou sur mon Instagram, Le Mousseau, ou Facebook, Le Mousseau, vous allez avoir toutes les informations. Les menus sortent à tous les semaines. On affiche tout. On a des menus à 28 $, donc à tous les jours, disponibles en livraison ou en pick-up. Mais on a aussi des boîtes, la boîte VG, la boîte de la Thanksgiving, parce que là, c'est l'action de grâce en ce moment. Donc, on fait plusieurs boîtes, puis ça change à tous les semaines. Il va même avoir de la boîte à surprise. Donc, t'appelles. C'est un prix pour 2 personnes. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais nous, on t'arrange une belle boîte. Fait que... appelez-nous, venez nous voir même directement au magasin au coin d'Ontario puis à Tetaken. On vend des chandails, on vend des produits d'exception du Québec, on vend des sauces soya importées du Japon, on vend des légumes de chez Biri. On a tout, on s'est vraiment switché sur un 10 cents. Fait que juste passez nous voir, il y a sûrement quelque chose qui va vous intéresser. Puis si vous avez faim, ben c'est sûr qu'il faut nous appeler. Man, je m'en vais m'acheter de la merch straight up. Antonin, merci tellement d'être venu. Je te souhaite bon succès. Merci à toi. À toi et tous tes collègues restaurateurs. Je pense à vous autres. Je vais vous commander non-stop. Merci. Fait que merci, bon succès. Reste en vie. Puis longue vie au Mousseau, man. Merci, man. Cheers. Cheers.